Bonjour à toutes et tous, bienvenue ce matin pour un petit temps d'échange autour de Parcoursup pour essayer d'être très concret et de répondre à vos attentes. Alors, peut-être si on place déjà la slide 2, la première question en fait qui était évoquée, donc sur la slide 2, c'est en gros, qu'est-ce que Parcoursup, à quoi il sert? Mais Parcoursup, c'est d'abord un objectif de simplification pour les lycéens et les familles de l'accès à l'enseignement supérieur. Simplification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Parcoursup, c'est une seule et unique procédure, un seul et unique dossier à constituer, un seul et unique calendrier applicable tant pour les formations que pour les candidats eux-mêmes. Et évidemment, tous ceux qui sont autour de l'écran et qui, dans leur vie antérieure, ont fait des dossiers ici ou là, ont collé des timbres, etc., mesurent le progrès que ça peut constituer, cette unification. Une unification, pour quoi faire? Pour proposer une offre et rendre visible et intelligible une offre de formation riche et diversifiée. C'est presque 25 000 formations qui seront proposées à échéance du 19 janvier prochain, au moment où les jeunes pourront s'inscrire et formuler des vœux, avec des formations de deux grandes catégories. Elles sont soit sous statut étudiant, soit en apprentissage, j'y reviendrai. La Parcoursup simplifie la manière de consulter les formations puisque Parcoursup propose, et vous pouvez le voir en direct, puisque ce que vous voyez aujourd'hui, si quelques-uns d'entre vous vont en parallèle sur parcoursup.gouv.fr, ils pourront voir l'offre de formation qui est celle de 2025. Et Mme Aroufignon l'a dit, à partir de mercredi prochain, nous basculerons sur l'offre de formation 2026. Ce qui caractérise la présentation de l'offre de formation, c'est que nous avons voulu un cadre unique qui permet de rapidement identifier les informations essentielles, de connaître les critères et d'estimer en quelque sorte ces possibilités d'admission dans telle ou telle formation. On y reviendra au cours de l'exposé. En tout cas, pour tous ceux qui vont dans des salons, consultent des sites ou brochures, ils verront tout de suite le gain et l'intérêt de Parcoursup, c'est que au lieu d'être ébloui ou comment dire, un peu étourdi par la diversité des couleurs, la diversité des typologies d'écriture, ou en tout cas de la nature des informations, ben là, toutes les informations sont présentées de la même manière, quelle que soit la formation, avec un seul objectif, vous permettre de plus facilement comparer et vous repérer dans l'offre de formation. Ce qui est important, c'est que Parcoursup n'est pas même une plateforme numérique déconnectée de la réalité du terrain. Et Parcoursup est articulé avec des services, évidemment les services d'abord au sein des lycées, les professeurs principaux auprès des élèves, les personnels d'orientation et d'éducation, mais aussi à travers des dispositifs en ligne ou sur les réseaux sociaux ou sur le numéro vert, en tout cas, qui tout au long de l'année fonctionne. Parcoursup, c'est aussi beaucoup d'outils de conseils, de tutos, de ressources pour vous aider toujours à comprendre et à comparer les formations. Point important, ça a été évoqué dans le petit propos introductif, il faut bien vous mettre en tête, quelles que soient les rumeurs que vous avez entendues ou ce que l'on vous a dit de manière absolument certaine, évidemment, c'est que Parcoursup ne fait jamais l'examen des candidatures. Jamais, jamais, jamais. Ce sont des enseignants des formations qui font cet examen-là. Parcoursup, en quelque sorte, récupère et constitue le dossier de votre enfant, le transmet à des enseignants qui ont défini des critères et qui vont examiner les candidatures à l'aune de ces critères, nous rendre un classement que nous porterons à la connaissance de vos enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Parcoursup est une sorte d'intermédiaire qui permet d'articuler de manière simple les demandes des candidats avec les réponses des formations. Si on passe à la diapo suivante, Parcoursup, c'est aussi dans son intérêt à l'égard des usagers, l'objectif de choisir librement les propositions d'admission. Et de ce point de vue-là, Parcoursup est un facilitateur de l'accès à l'enseignement supérieur. Si on peut passer à la... Voilà, on y est. Exactement. Parcoursup vous permet de choisir librement les formations qui vous intéressent. Ça vous aide à anticiper, comparer les formations, connaître les dates des journées planches ouvertes, évaluer ses possibilités d'admission. Parcoursup vous garantit que lorsque vous formulez des vœux, ça sera entre le mois de janvier et le mois de mars, eh bien, vous pouvez le faire sans avoir à les classer. Je crois que c'est important parce que peut-être beaucoup d'entre vous ont l'idée que les vœux doivent être hiérarchisés. Ça n'est pas le cas, avec un objectif, qui est celui de permettre finalement des choix sans contrainte
de la part des lycéens. Je crois que c'est important si on veut éviter les réflexes d'autocensure qui existent. Parcoursup, quand on choisit des formations in fine, à partir du mois de juin, eh bien, c'est toujours le candidat qui a le dernier mot et il n'existe pas de situation dans laquelle un candidat se voit imposer une formation. Il a toujours le choix, en regard des propositions qu'il reçoit, de décider de ce qu'il souhaite faire. Chaque candidat a d'ailleurs des droits sur Parcoursup. Au moment de s'inscrire, les lycéens valideront une charte des droits, mais aussi des chartes de devoirs, devoir de respecter les règles sur Parcoursup, de répondre dans les délais en particulier. Parcoursup est aussi une plateforme qui n'est pas neutre, puisqu'elle agit en application de la loi pour favoriser l'égalité d'accès et de réussite. Ça veut dire qu'il y a des actions volontaristes mises en œuvre sur Parcoursup, à la fois pour promouvoir l'accès des lycéens boursiers vers l'enseignement supérieur, ou encore des lycéens qui participent à des cordées de la réussite dans leur lycée. Parcoursup prend en compte des situations particulières, telles que les candidats en situation de handicap, ou encore ceux des sportifs de haut niveau. Et Parcoursup est partenaire des universités pour mettre en œuvre des parcours de réussite, de manière à accompagner les étudiants peut-être plus fragiles dans la réussite dans les formations. Si on passe à la diapo suivante, un point important, parce que je crois que, une fois que je vous ai dit ce qu'est Parcoursup, c'est aussi, par rapport souvent à des idées que vous avez entendues, j'en cite deux, non pas au hasard, mais parce que des retours qui me sont faits. Parcoursup, on passe son temps à attendre. Parcoursup, on n'a pas des propositions variées, ou Parcoursup, on n'a pas de propositions tout court et on n'a plus de solutions. La réalité que je vous fais figurer sur cette diapo est une réalité des chiffres qui sont publics et publiés en ligne, desquels vous pouvez vous identifier, à la fois pour vous montrer que on a des propositions. En moyenne, le nombre de propositions des candidats qu'on a reçus est de 5,6. Et puis, dès le premier jour, plus de 2 tiers des lycéens avaient au moins une proposition. Au bout d'une semaine, ils étaient plus de 80%. Et là, je parle tout type de bac confondu. Si on se concentrait sur le bac le plus important en volume, c'est le bac général, on est au bout d'une semaine à près de 90%. Il y a des solutions pour tous ceux, y compris qui n'ont pas eu de réponse avant le baccalauréat. Ça peut arriver sur Parcoursup, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, sur pourquoi on n'a pas de proposition sur Parcoursup. Eh bien, il y a des procédures qui permettent de faire de nouveaux vœux en cours de procédure pour essayer de trouver des solutions. Et puis, les lycéens peuvent, dès le début du mois de juillet, nous solliciter pour demander un accompagnement particulier lorsqu'ils n'ont pas de proposition. En 2025, ils ont été 22 000 à le faire, et à la fin de la procédure Parcoursup, il n'y en avait que 38 lycéens à qui nous n'avions pas trouvé de solution. Je rappelle que le nombre de lycéens inscrits sur Parcoursup ayant fait des vœux en 2025 était de 650 000. Point important dans la slide suivante, c'est d'essayer de rentrer un peu dans le détail. Je vous ai dit que Parcoursup proposait de l'ordre de 25 000 formations. Alors, quand on ouvrira le 17 décembre, on n'en sera pas encore à 25 000, mais d'une manière générale, c'est ce que vous verrez sans doute à partir du 19 janvier, au moment de formuler des vœux. Il y a d'abord deux grandes catégories, les formations qu'on appelle sous statut étudiant, puis les formations en alternance. La formation en alternance, c'est celle pour lesquelles, finalement, vous avez votre enfant à un temps partagé et alterné entre des apprentissages académique dans un centre de formation d'apprentis et du temps en entreprise, directement comme salarié. L'objectif, c'est évidemment de mettre le pied à l'étrier dans l'emploi et de garantir une insertion professionnelle plus durable. Je précise que on peut tout à fait faire exactement le même diplôme, par exemple un BTS de tourisme, vous pouvez très bien dans le même lycée le présenter à la fois sous statut étudiant ou sur en alternance avec un emploi à la clé. Et au bout de 2 ans, c'est exactement le même diplôme que vous présentez et que vous proposez. Dans un des deux cas, simplement, vous aurez eu déjà un contact avec l'entreprise particulièrement intégré. Si je rentre maintenant sur les formations sous statut étudiant, il y a un concept qu'il faut que vous ayez en tête. Alors, on y reviendra tout au long de l'année parce qu'il a un impact tout au long de l'année, au moment des vœux, au moment des résultats. Mais je vous donne ces deux catégories. Ce sont ce qu'on appelle les formations non sélectives et les formations dites sélectives. Attention aux faux amis, comme on dit avec les mots anglais.
D'abord, formations dites sélectives, ce sont les plus nombreuses en nombre. Vous voyez les libellés qui s'affichent, sans doute vous les connaissez. Donc une très grande diversité de ces types de formations. Et puis on a les formations non sélectives qui sont celles de l'université avec les licences, dont la dernière qui sera affichée pour la première fois sur Parcoursup, la licence professorat des écoles qui permettra à l'issue d'une licence de candidater au concours de recrutement des professeurs des écoles alors que jusqu'à présent, il fallait un niveau master. Quelle est la différence entre sélectif et non sélectif? Alors, je vais donner un exemple simple pour essayer de poser les choses clairement. Imaginons que vous avez une formation, elle a 50 places. Pour une formation dite sélective, imaginons qu'elle a reçu 100 dossiers de candidature, il n'y en a que 30 qui lui conviennent. Eh bien, elle va dire non à 70 de ses candidats et elle peut très bien, à la fin du processus, ne pas remplir sa formation. Elle n'en a sélectionné que 30. Qu'est-ce qui se passe pour la formation non sélective? Il y a toujours 50 places, il y a 100 candidats, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse négative. Les 100 candidats sont classés de 1 à 100. Par contre, évidemment, la limite, et c'est pour ça que je parlais de faux amis, non sélectif ne veut pas dire qu'on va prendre tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a que 50 places et qu'il y a 100 candidats, même s'ils sont tous classés, évidemment, on n'en prendra que jusqu'à hauteur de la capacité d'accueil. Donc voilà, une formation non sélective, c'est l'obligation de remplir jusqu'à la hauteur de sa capacité d'accueil. Une formation sélective, c'est une formation qui peut classer, qui n'est pas tenue absolument de remplir. Elle classe de manière assumée. Slide suivante. J'ai évoqué avec vous le fait que Parcoursup, il y avait 25 000 formations et que l'objectif, c'était d'avoir une présentation très homogène et très simplifiée de l'offre de formation. Alors, première question que vous pouvez vous poser, est-ce que toutes les formations post-bac sont sur Parcoursup? La réponse est non. Alors, vous l'aviez déjà sans doute en tête, puisque vous avez vu dans les salons, il y a une très grande diversité de formations. Alors, je vais être très clair et pédagogique avec vous. Les formations qui ne sont pas sur Parcoursup sont des formations qui n'ont pas le droit de rentrer sur Parcoursup. Ça veut dire que ce n'est pas simplement... Alors, elles peuvent, pour certaines, vous faire tout un laïus commercial pour vous expliquer qu'ils refusent d'être sur Parcoursup parce qu'ils préfèrent, je ne sais pas quoi, enfin, ils vous offrent tout un tas de choses vachement mieux. La réalité, c'est que quand on n'est pas sur Parcoursup, c'est que votre diplôme ne peut pas être présent sur Parcoursup parce qu'il ne présente pas des garanties en termes de poursuite d'études, notamment dans un niveau supérieur. Nous avons fait, vous le voyez là, un petit guide qui s'appelle « Les bons réflexes pour choisir sa formation » que nous avons partagé d'ailleurs avec les fédérations de parents d'élèves, y compris l'APEP, que je remercie d'avoir participé. Ce petit document, il est en ligne sur le site parcoursup.gouv.fr, vous pouvez le retrouver et on vous donne les garanties. Quelles sont les formations qui sont sur Parcoursup? Quels sont les engagements que prennent les formations sur Parcoursup? Quelles sont les formations qui sont hors Parcoursup? Et quelles questions il faut se poser quand vous êtes intéressé par une formation hors Parcoursup? À la fois les questions de frais de scolarité, de statut d'établissement, de modalités pédagogiques d'enseignement, mais aussi les questions de modalités de paiement, puisque par exemple, sur les formations sur Parcoursup, il n'y a jamais de demande d'acompte, alors que sur les formations hors Parcoursup, régulièrement, on vous demande de régler des acomptes bien avant l'inscription administrative. Deuxième élément, c'est ce que je vous indiquais, la visibilité, la clarté que l'on souhaite vous donner dans la présentation de l'offre de formation. Vous voyez là sur une illustration à droite avec cette petite bande horizontale bleue qui identifie carte d'identité de la formation dans laquelle vous pouvez retrouver dans le bloc bleu clair toutes les informations sur le nom de l'établissement, le nom de la formation, est-ce que cette formation est éligible aux bourses, est-ce qu'elle dispose d'un label du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Espace, est-ce qu'elle est privée ou publique, sélective ou non sélective, au regard de ce qu'on s'est dit et combien de places sont proposées. Et puis vous voyez en dessous de la bande horizontale, bleu clair, eh bien vous voyez 6 rubriques qui sont présentées, je vous en détaillerai quelques-unes, 6 rubriques, toujours les mêmes sur Parcoursup, que vous pouvez identifier. Ça va à gauche de la présentation de la formation jusqu'à la rubrique de droite, qui est celle sur les contacts pour échanger avec l'établissement qui propose la formation qui vous intéresse. Voilà les éléments fondamentaux de Parcoursup. J'ai terminé par
qui est très important sur la diapo suivante, qui est le calendrier, puisque je vous ai dit, Parcoursup, c'est un calendrier unique que vous pourrez avoir en tête. Alors, je précise que ce calendrier, vous pouvez le retrouver sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous avez même une petite fonctionnalité qui vous permet d'importer ce calendrier directement dans votre agenda personnel. Globalement, 3 étapes qui correspondent à 3 couleurs différentes. Tout d'abord, une étape un peu d'information, de découverte des formations, avec la date qu'a évoquée Mme Aroutunian, le 17 décembre, la semaine prochaine. Nous ouvrons la carte des formations 2026. Ça veut dire que toutes les données que vous voyez aujourd'hui, quand vous allez sur le site Parcoursup, qui sont toutes données de l'offre de formation 2025, vont être mises à jour à partir de mercredi prochain. L'étape centrale, qui est celle en bleu du milieu, et l'ouverture des inscriptions à partir du 19 janvier, la formulation des vœux qui va se dérouler en 2 étapes entre le 12 mars et le 1er avril 2026. On aura l'occasion d'y revenir dans un séminaire dédié, si je ne me trompe pas, qui doit être le 25 janvier. Le 24 janvier. Le 24 janvier, samedi voilà. 24. Samedi 24 janvier, dédié à la question des vœux, des sous-vœux, toutes les questions que vous pouvez lui poser. Et puis, la phase d'admission, qui est la phase qui est en jaune, qui débutera le 2 juin 2026. Elle dure 40 jours jusqu'au 11 juillet 2026. Et dans une phase dans laquelle, pour tous les vœux qui ont été exprimés pendant la période bleue, eh bien, votre enfant reçoit une réponse et devra faire des choix entre les propositions qui lui sont formulées. Alors, avant de rentrer dans le détail de rubriques de Parcoursup, je voudrais d'abord, sur la diapo suivante, vous dire quels sont les bons réflexes. Ça tiendra en 2 diapos. Quels sont les bons réflexes à avoir sur Parcoursup? Alors, vous avez déjà le bon réflexe d'être venu ce matin pour vous informer. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez très bien, et il y a sans doute parmi les parents qui sont avec nous ce matin, des parents d'élèves qui sont soit en terminale, soit même qui sont en seconde ou en première. Et effectivement, s'informer en anticipant, c'est excessivement utile. Vous pouvez le faire quand votre enfant est notamment en seconde ou en première, à travers le site Avenir, la plateforme Avenir de l'ONICEF, où il y a des outils pour accompagner votre enfant dans sa réflexion. Je pense notamment à l'outil Mon Projet Sup. Je vous ai mis là le lien permettant à chacun de vos enfants de s'inscrire dans son espace personnel de la plateforme Avenir de l'ONICEF. Et vous pouvez avoir des outils, comme je pense l'outil Mon Projet Sup, qui a été construit directement en lien avec les équipes de Parcoursup, pour permettre à un élève de réfléchir. C'est-à-dire qu'au-delà de voir l'offre de formation, c'est surtout, il a un petit questionnaire pour réfléchir à lui-même qu'est-ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut des études courtes? Est-ce qu'il veut des études longues? Est-ce qu'il veut être en proximité géographique ou plutôt s'éloigner? Qu'est-ce qui l'intéresse sur le fond? Et je crois que c'est important, ce temps de dialogue avec les enseignants, puisqu'évidemment, moi, je suis très attaché à ce que le service public puisse proposer à tous les parents un accompagnement au sein du lycée de dialogue et de réflexion sur la construction du projet d'orientation sans avoir à faire appel à un coach. Alors, on peut vous expliquer tout plein de choses sur c'est indispensable d'avoir un coach sur Parcoursup. Tout ça, c'est du blabla. On peut très bien se débrouiller avec ses enseignants, avec l'ensemble des accompagnements qui sont sur la plateforme Parcoursup, et puis avec l'appui, et c'est pour ça qu'on travaille en partenariat toute l'année, des fédérations de parents d'élèves qui sont là aussi pour vous accompagner, indépendamment du coaching et de prestations payantes qui sont proposées, évidemment. Et puis, il y a le deuxième site qui est la carte parcoursup.gouv.fr. Elle est accessible à tous sans mot de passe, sans création de compte. Donc, vous pouvez naviguer librement sur cette plateforme qui est ouverte toute l'année. Et puis, j'ai mis un petit nota bene. Chaque lycéen de première, de seconde, peut tout à fait se créer un compte sur Parcoursup. Ça sert à quoi de se créer un compte? Eh bien, ça peut servir pour naviguer en identifiant des favoris. Vous savez, les favoris, quand on crée un cœur, vous connaissez cette pratique sur d'autres sites Internet, eh bien, vous pouvez vous faire vos petites annotations. Et c'est jamais inutile parce que ça permet, chemin faisant, eh bien, je sais pas moi, de participer quand on est en première à une journée porte ouverte dans un type de formation pour vérifier si on est intéressé. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que tout ce que vous vous serez mis
dans vos informations personnelles. Je précise que c'est une propriété personnelle, on n'en diffuse à personne vos commentaires. Eh bien, tous les petits commentaires que vous serez faits quand vous êtes en seconde et en première en ayant votre compte Parcoursup, quand vous vous inscrirez en terminale, vous les retrouverez dans votre dossier Parcoursup. Et puis, si avec votre enseignant, vous travaillez sur mon projet SUP dans la plateforme Avenir, là aussi, on réimportera ces favoris de manière à ce que ces deux applications discutent entre elles, travaillent entre elles, de manière à assurer la continuité de la réflexion d'un lycéen qui chemine de la seconde vers la terminale dans la réflexion sur son projet d'orientation. Deuxième bon réflexe, et sur la slide suivante, c'est évidemment d'échanger et de se préparer. Échanger au sein de son établissement, échanger avec à travers les journées portes ouvertes, avec des enseignants du supérieur, avec des étudiants qui sont les pairs en quelque sorte de vos enfants, parce qu'ils peuvent témoigner d'une réalité concrète. Je dirais que ce qui est fondamental, c'est de ne pas se contenter de l'information qui vous est affichée sur la plateforme. Elle est très très riche, elle est très utile, elle est très fiable, mais elle ne remplacera jamais la réalité d'un contact humain pour vérifier est-ce que le droit, ça m'intéresse. Moi, sur Parcoursup, vous pouvez trouver de très bonnes informations sur le droit, mais quand vous voulez savoir ça ressemble à quoi les études de droit, il faut vraiment avoir ce contact personnel. Et puis, se préparer, c'est aussi les outils de Parcoursup qui, tout au long de l'année, vous accompagnent pour vous donner des informations, pour vous permettre de faire, en quelque sorte, près des simulations. Voilà. L'objectif, c'est de rendre Parcoursup plus prévisible, de rendre Parcoursup compréhensible, de manière à ce que, finalement, vous ayez bien en tête ce qu'est la réalité. La réalité, c'est que le seul sujet difficile sur Parcoursup, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Et ça, évidemment, ça dépend beaucoup moins de moi que de vous. Et on a le droit de ne pas savoir. Moi, je dis souvent aux jeunes qui viennent vers moi, ne pas savoir ce qu'on veut faire, ça n'est pas une maladie reconnue par l'OMS. Donc, il faut se rassurer. Et puis, la deuxième chose, c'est que on peut changer d'avis. On peut, à l'issue de Parcoursup, des fois, on peut changer d'avis sur Parcoursup, on peut changer d'avis après ses études sur Parcoursup. Donc, personne ne joue sa vie. Je pense qu'il faut se déstresser. Et évidemment, c'est un clin d'œil à tous les parents qui, évidemment, sont les premiers conseilleurs de leurs enfants. Madame Maroquignan l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est important. Il ne faut pas que vous soyez aussi celui qui amène du stress supplémentaire. Voilà, donc c'est jamais simple, hein, je n'ai pas de leçon à donner, il n'y a pas de guide, mais il faut trouver la bonne distance pour être dans l'accompagnement bienveillant et en même temps responsabilisant pour aider votre enfant à faire des choix. Je vous propose qu'on fasse une première petite pause de questions autour de ces enjeux premiers que j'ai évoqués avant de rentrer dans des choses plus directement concrètes sur la fiche de formation Parcoursup. Alors, pour l'instant, tu le fais, Mona? Oui, pardon. Oui, alors, par contre, je vais juste faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là au début. Les questions sont à poser sur le module questions et réponses. Donc, il n'y aura pas de prise de questions à l'oral. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du module Q et R, questions et réponses. Et Mona relaiera les informations. Alors, tout d'abord, il y a certaines questions pour lesquelles vous aviez déjà répondu, donc c'est très bien. Ça veut dire que les parents anticipent et vous avez anticipé aussi votre réponse. Certaines formations, effectivement, ne sont pas recensées sur Parcoursup. Doit-on s'en inquiéter? Est-ce que c'est fait parce que cette formation sur Parcoursup, est-ce que ça veut dire que ce diplôme est validé ou non par l'État? C'est une question un petit peu spécifique à l'ensemble des formations qui ne sont pas identifiées sur Parcoursup. Signifie-t-elle que les diplômes ne sont pas reconnus par l'État? Et donc une demande de quelles sont les accréditations valables des écoles sur lesquelles il faut être vigilant. Alors, la réponse est oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'État et du ministère de l'Enseignement supérieur. Après, j'allais dire, il faut aussi être juste, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, par exemple, je sais, dans certains domaines, comme par exemple le domaine des arts ou le domaine il peut y avoir des écoles qui ont toujours été en dehors des circuits officiels, en fait, du ministère de l'Éducation nationale et qui pour autant sont des écoles qui sont réputées. Leur diplôme n'est pas reconnu, mais il a une reconnaissance par les acteurs professionnels. Ça, je le dis, voilà, ça peut exister. Mais il y a beaucoup d'autres cas aussi dans lesquels
les formations hors Parcoursup, le diplôme n'est pas du tout reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et la conséquence concrète, c'est quoi? C'est que ça veut dire que vous ne pourrez pas, quand vous aurez obtenu ce diplôme, exporter ce diplôme finalement dans une poursuite d'études ultérieures. Par exemple, vous savez, il y a parfois, alors les mots des fois sont trompeurs. Vous avez, c'est la grande mode des bachelors, et des bachelors, vous en avez à toutes les sauces. Et derrière, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a des bachelors qui valent le grade licence, c'est important parce que ça veut dire que derrière, vous pouvez poursuivre vers un master. De la même manière, vous allez peut-être voir dans des salons des masters écrits avec un E à la fin. Voilà, tout ça est un peu des éléments. Moi, ce que je conseille de toute façon à tous les parents, et le petit guide que j'ai évoqué tout à l'heure, il vous ramène à ces types de questionnements, c'est que, la présence, être présent sur Parcoursup, c'est une garantie de respect de règles d'égalité de traitement, de règles de transparence, transparence sur les tarifs, transparence sur la procédure, respect aussi du libre choix de vos enfants. On n'est pas sur Parcoursup, les formations ne peuvent pas faire pression pour dire il faut que tu acceptes avant telle date parce que autrement ta place ne sera pas garantie. C'est pas comme ça que ça fonctionne Parcoursup. Et puis respect aussi, je veux dire, de vos intérêts financiers. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ça n'est absolument pas neutre. Une formation sur Parcoursup, on ne vous demande les frais de scolarité qu'au moment de l'inscription, une fois que votre enfant a eu le baccalauréat et qu'il a accepté définitivement une formation. Dans les formations hors Parcoursup, on vous invite à payer des acomptes que vous ne pourrez pas recouvrer ensuite. Donc voilà, moi j'ai un message de soyez vigilants, posez-vous les bonnes questions. Quelle est l'ancienneté de cette formation? Quel est le type d'enseignement? Par exemple, ayez une réserve quand on vous dit c'est de la formation 100% distancielle. Voilà. Pour un lycéen, passer au 100% distanciel, c'est quand même pas évident. Il faut faire preuve d'une sacrée dose d'autonomie, qui est rarement le cas pour les lycéens sortant du baccalauréat. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je peux essayer de répondre le mieux à votre question. Mona, si tu permets une seconde, oui, par bien rapport sûr. à ça, il faut faire également attention sur les salons, parce qu'il peut y avoir des formations, une formation pour une école, par exemple, qui est reconnue et qui est sur Parcoursup, mais sur les salons, les commerciaux vont vendre l'ensemble des formations. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment aller vérifier à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils ne mentent qu'à moitié, entre guillemets, puisqu'ils sont reconnus pour une formation, mais ils essayent aussi de vendre les autres, qui, elles, ne seront pas reconnues. Et chaque année, on a affaire à des personnes, à des parents dont les enfants ont pu faire 1, 2, 3, 4, voire 5 années dans des formations, et qui sont après complètement désespérés parce que celles-ci ne sont pas reconnues et ils ont payé très cher. Voilà, enfin, c'était juste une petite précision. Mais vu l'inflation du nombre de salons sur des thématiques très diverses, il faut faire de plus en plus attention. Et vous avez parlé tout à l'heure des écoles d'art, enfin tout ce qui est artistique. C'est un terrain très apprécié justement de ce type d'école et de ce type de diplômes qui ne sont pas forcément reconnus. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai des questions plus générales. Est-ce que le service militaire volontaire sera inclus dans Parcoursup? Alors, question. Je l'évoquerai tout à l'heure. D'accord, donc on verra ça plus tard. Suspense. Voilà. Rassurez-vous, vous avez encore un peu de temps pour vous engager. Voilà. Ensuite, pour les formations en alternance, faut-il d'abord trouver l'employeur? Alors, ou à quel moment chercher l'employeur? C'est-à-dire que de toute façon, vous ne pouvez pas signer un contrat plus de 3 mois avant la prise d'effet, en quelque sorte. Donc, de toute façon, c'est quand même rarement au mois de janvier qu'on signe un contrat. Mais évidemment, ça peut arriver que vous ayez déjà un employeur parce que vous connaissez quelqu'un qui est, depuis longtemps, une entreprise qui est prête à vous embaucher, et puis ensuite vous faites votre démarche sur Parcoursup. La réalité, c'est que d'une manière générale, on fait d'abord les vœux en apprentissage sur Parcoursup. Ce sont des vœux séparés des vœux sur les formations sous statut étudiant, que votre candidature, elle sera placée en recherche de contrat. Et
Et donc que ça signifie qu'effectivement, vous devrez chercher un employeur, parce qu'il n'y a pas de proposition d'admission sur Parcoursup pour l'apprentissage tant qu'il n'y a pas de contrat signé. Finalement, la différence, c'est comme ça, quand vous faites des vœux sur Parcoursup, les vœux sur formation sous statut étudiant, les enseignants examinent les propositions, les candidatures et font des réponses, et à compter du 2 juin, vous avez des réponses fermes, en quelque sorte, alors que pour l'apprentissage, vous avez simplement une observation, vous êtes placé sur la liste de ceux qui seraient admis sous réserve d'avoir trouvé un contrat. Bien, merci. Alors là, on a des questions qui sont plutôt générales. À la fois, un parent peut-il créer un compte sur Parcoursup? Alors, ça dépendra peut-être du moment, hein, voilà. En même temps, combien de vœux faut-il faire de façon générale? Beaucoup disent qu'il faut en faire un maximum avec une chance pour avoir une chance d'intégrer une école. Donc, c'est un peu Je vais y revenir un petit peu après sur ces questions-là. Très bien. Une personne qui dit, voilà, ils vont déménager dans un cadre professionnel et ils aimeraient savoir comment ils pourraient faire pour savoir quelle va être leur ville de destination au moment de l'inscription. Alors, je pense qu'il y a un mélange peut-être effectivement avec les procédures AFELNet et autres, telles que la question est tournée. Mais voilà, si nous allons déménager dans le cadre professionnel, comment devons-nous faire pour avoir la ville de destination au moment de l'inscription? Parce qu'ils n'ont pas encore la base. Je réponds à cette question-là parce qu'elle est très spécifique, les autres, sur la question du compte et puis la question des vœux, j'y reviendrai un peu après. Sur la question du déménagement, alors le principe de base sur Parcoursup, c'est que l'adresse de référence de votre enfant qui sert tout au long de la procédure, c'est l'adresse du domicile de ses parents tel qu'il a été déclaré quand l'élève s'est inscrit au lycée et inscrit en terminale au lycée. Donc c'est important, ça veut dire que ça n'est pas l'adresse de l'établissement ou l'établissement dans lequel votre enfant est inscrit, c'est votre adresse personnelle. La deuxième chose, c'est que, évidemment, Parcoursup est bien au courant qu'il y a des parents qui divorcent, qu'il y a des parents qui déménagent, que la vie sociale elle est plus compliquée qu'une vie toute simple comme un fleuve tranquille. Et évidemment, il y a des procédures sur Parcoursup qui permettent de déclarer un déménagement professionnel. Encore faut-il pouvoir le justifier, l'expliciter, permettant à un candidat peut-être d'avoir 2 priorités d'affectation géographique, aussi bien sur son adresse actuelle, mais aussi sur l'adresse de déménagement, parce que des parents ont un déménagement professionnel qui va intervenir pour la rentrée et ils veulent évidemment que leur enfant puisse trouver une formation sur le nouveau lieu d'habitation dans lequel les parents exerceront leur activité professionnelle. Donc, on sait prendre en compte ces types de mouvements. Ils sont possibles de déclarer sur Parcoursup de manière à tenir compte de toutes les situations qui peuvent intervenir. Je vous remercie. Une question plus générale, qui était une remarque. Parcoursup doit permettre de saisir un seul dossier et suivre une seule procédure. Pour autant, certaines prépas intégrées post-bac demandent de saisir un dossier sur leur plateforme, ce qui force à faire plusieurs démarches. Est-ce que ce ne serait pas à l'encontre du principe de simplification de la procédure? C'est une remarque. Oui, moi je suis d'accord avec ça, non, mais à la fin, le seul dossier qui vaudra, c'est le dossier qui est sur Parcoursup. C'est-à-dire que c'est sur Parcoursup que vous allez formuler un vœu, c'est sur Parcoursup que vous allez confirmer un vœu, c'est sur Parcoursup que vous allez apporter des informations. Il y a quelques écoles, oui, qui demandent parfois, qui ont un processus en parallèle pour se créer un compte, notamment pour être recevoir ensuite les notifications des dates de concours, des convocations. En tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir un dossier Parcoursup et que si vous ne faites pas ce dossier Parcoursup, vous n'aurez pas accès aux dites écoles. Mais oui, moi, je serais plus on peut simplifier, c'est toujours l'objectif. Je vous remercie. Question, est-ce que vous pourriez nous indiquer les labels et accréditations reconnus par l'État et considérés comme fiables, par exemple les ISO 9001, les ISO, les AFAC, etc. Est-ce qu'il y en a des bons à privilégier? C'est la première question. Moi, j'en référence qu'un seul, il est sur Parcoursup. Si on peut remonter sur la slide, peut-être 2 avant, je crois. Attendez un petit peu avant encore. Encore à la 6.
La 6? Vous voyez, sur la slide là, sur cette slide là, vous verrez Si. dans la partie, voilà, vous avez là là où vous voyez la souris, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Hop. Oh, j'attends que vous me disiez où vous Et alors, êtes. c'est vous voyez, dans le Là, bloc qui est ici. horizontal, exactement. Là, vous avez un label, alors on ne le voit pas parce que c'est un peu petit, mais vous le retrouvez sur formation. Il y a un label qui représente un hexagone, donc c'est facile à reconnaître. C'est le label du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le seul que je reconnais. Je vous dis ça parce que des labels, il y en a des fois, plein. Il faut savoir, par exemple, que toutes les formations qui sont en apprentissage ont forcément un label Calliope, qui est une norme en termes d'apprentissage, et parce qu'elles ne peuvent de toute façon pas être sur Parcoursup sans ce label. Donc voilà, c'est des éléments. Moi, je m'en méfie parce que je connais une plateforme, je n'y vais pas, je ne vous la recommande pas parce que c'est un site commercial qui se fait passer pour une plateforme d'information, mais qui est un site commercial, il faut dire les choses clairement. Ça s'appelle Parcours Privé, dans lequel les formations mettent des labels. Des fois, on croirait une veste d'un colonel ou d'un général de l'armée rouge. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Il y a plein de breloques et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc moi, je me méfie de ça. Un point, je parle de votre questionnement parce que c'est un questionnement important. D'ici 2030, alors pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, je pense que leur enfant sera déjà largement engagé dans les études supérieures. Enfin, chaque étape permet de construire mieux pour les suivants. C'est comme ça que ça fonctionne. L'objectif, c'est un projet de loi déposé par le gouvernement dont l'objectif, c'est que, en quelque sorte, Parcoursup devienne le label absolu, c'est-à-dire que une formation qui sera présente sur Parcoursup sera nécessairement une formation qui garantira un label de qualité. C'est-à-dire que ce qui sera en dehors ne présentera pas de label de qualité. Voilà. Donc, ça sera encore plus clair que la situation actuelle, mais encore faut-il que le projet de loi soit examiné, soit adopté par le Parlement. Bien, je vous remercie. Une question plus précise. Pour un parcours du type STAPS santé, la formation BAFA est un plus. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir obtenu son BAFA au moment du dépôt du dossier ou est-ce que c'est suffisant d'être en cours de formation? En fait, il y a des formations qui attachent voilà, par exemple, dans les STAPS, la question de l'encadrement éducatif fait partie des éléments importants parce que c'est le cœur du contenu de la formation et un élément d'appréciation. Vous avez une rubrique dans Parcoursup qui s'appelle la rubrique activités et centres d'intérêt. De la même façon, dans un dossier STAPS, vous avez des questions qui vous sont posées. Il faut simplement répondre de manière honnêtement. Si vous n'avez pas encore titulaire du diplôme, il ne faut pas dire que vous l'avez. Je crois que c'est aussi simple que ça. Par contre, vous pouvez dire que vous êtes en cours de l'obtenir. Et sachez que, je le dis pour prolonger cette question, si dans votre dossier, vous faites valoir un diplôme, une certification, une compétence, une expérience, et pour que ça soit valorisé dans le contenu de vos dossiers, évidemment, chaque formation est susceptible au moment de l'inscription de vous demander d'apporter la preuve matérielle de ce que vous avez avancé. L'objectif, c'est un devoir de sincérité. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une charte des candidats avec des droits et des devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir de sincérité. Et évidemment, Parcoursup peut, et le fait chaque année, face à des situations de fraude détectées, prononce des sanctions de retrait des propositions d'admission. Bien. Deux dernières questions. La première, pourriez-vous préciser pour quelle formation une priorité géographique s'applique en fonction de l'adresse du domicile? Première question. Et Alors, deuxième question, les sélections se font-elles sur le lycée d'origine des candidats? Vous savez que c'est une question qui ressort tous les ans. C'est effectivement, le lycée d'origine des candidats a-t-il une incidence sur les sélections? Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente, sur la diapo 5, s'il vous plaît? Là. Voilà, c'est ça. Donc, les formations, pour répondre à la première question, les formations pour lesquelles il y a une priorité géographique sont uniquement les formations qu'on appelle non sélectives, c'est-à-dire les licences professorat des écoles ou les parcours d'accès d'études de santé. Il y a une priorité géographique lorsque la formation est en tension. En tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de candidats qu'il y a de places. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement parlant? Ça veut dire que
quand vous résidez, et je vous ai dit tout à l'heure que votre lieu de résidence est identifié par le lieu de domicile, enfin le domicile des parents du candidat, pour les lycéens, eh bien, vos parents demeurent à Poitiers, vous êtes dans l'académie de Poitiers, prioritaire pour les formations proposées par l'université de Poitiers, puis y compris celle de La Rochelle, parce que c'est dans la même académie. Par contre, vous n'êtes pas prioritaire pour aller dans les établissements de formation proposant des licences, les universités proposant des licences à Bordeaux, Mulhouse, Marseille ou Brest. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une spécificité, c'est qu'en Île-de-France, ça n'est pas le raisonnement académique qui prévaut, ce n'est pas Paris ou Parisien, pour faire court, c'est toute la région Île-de-France. Donc, tous les candidats de la région Île-de-France sont prioritaires dans les mêmes conditions pour aller dans toutes les formations proposées par toutes les universités de l'Île-de-France. Ils ne sont pas prioritaires pour aller à Marseille, Bordeaux ou Strasbourg. Et quand je reviens à la question des parents sur le déménagement professionnel qu'on avait évoqué tout à l'heure, ça veut dire que quand il y a une déclaration de déménagement, que ça a été validé par le rectorat de votre académie, que c'était bien une situation réelle, parce qu'évidemment, il y en a certains des fois qui essaieraient de nous faire croire qu'il y a des déménagements là où il n'y en a pas, eh bien, on peut très bien rendre un élève prioritaire sur 2 sites. Voilà, pour tenir compte de la situation familiale particulière, ça vaut y compris dans les cas de divorce. Voilà, ce type de situation, parce qu'on peut avoir des parents qui ne sont pas localisés dans le même territoire. Et puis sur votre deuxième question, la question du lycée d'origine, moi je vous dirais, la question de dans quel lycée le candidat est scolarisé, où cette information est présente dans le dossier. Cette information n'est pas présente dans le dossier pour qu'elle soit utilisée comme un facteur de discrimination. Il faut être très clair là-dessus. Discriminer en disant je ne prends que les élèves des lycées publics, c'est interdit. Discriminer en disant je ne prends que les élèves du hors contrat ou que les lycées qui commencent par la lettre A, c'est évidemment interdit par la loi et on s'assure sur Parcoursup du respect de cette norme. La deuxième chose derrière le lycée d'origine, c'est évidemment, ce n'est pas tellement la question du lycée, c'est la manière dont les enseignants notent, puisque c'est ça, l'hétérogénéité des notes. Et sachez que, en fait, derrière le lycée d'origine, il y a en fait une petite, ambiguïté. C'est qu'en fait, ce qui compte beaucoup plus, ce qui importe, c'est d'avoir en tête qu'il y a beaucoup plus de diversité dans la notation des enseignants à l'intérieur du lycée qu'entre les différents lycées. Et ce n'est pas une réalité que je vous apprends ce matin. Vous avez tous été élèves à un moment donné, vous avez tous vécu les différences de notation d'un prof à l'autre dans la même discipline, sans que vous l'ayez vraiment compris, et c'est tout l'objectif auquel, j'imagine, les fédérations de parents d'élèves ont été associées aussi, du ministère de l'Éducation nationale, qu'il y ait des projets d'évaluation d'établissement pour harmoniser les notations entre les enseignants d'un établissement sur les mêmes disciplines, de manière à ce qu'il y ait des corpus communs. C'est ça la vraie question. Parce que sur la question du lycée d'origine, moi je vous le dis, ça fait 8 ans que je dirige Parcoursup, je n'ai jamais vu de situation dans lesquelles on se retrouve avec des différences majeures d'un lycée à l'autre dans l'appréciation des formations. Et puis il y a des formations qui, parce qu'elles connaissent les pratiques de notation des lycées, elles les voient et les connaissent, ont des pratiques aussi parfois pour redresser en quelque sorte de manière à arriver à une forme de cohérence. Mais donc, je pense qu'il faut ne pas être inquiet par rapport à ça. C'est une question, je suis sûr, il n'y avait pas de Parcoursup à l'époque de la première école de Charlemagne, mais je suis sûr qu'il avait déjà des parents qui disaient « mais c'est pas normal, il y a 2 enseignants qui ne notent pas de la même manière ». Et oui, c'est une réalité. Voilà, donc il y a un travail fait pour converger, pour harmoniser. Il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté des enseignants, mais simplement de faire en sorte que les notes soient basées sur les mêmes principes. Mais en tout cas, moi je veux dire, vous l'avez vu tout à l'heure, et si on remonte, parce qu'il n'y a rien de tel que les chiffres, si on remonte dans la slide d'avant, voilà, celle-là, vous voyez que au bout de la première journée, 67,9% des lycéens ont eu une proposition, ils sont 80 au bout d'une semaine.
évidemment, 80% des lycéens sur 650 000, il y a bien longtemps, qui sont au-delà de la fréquentation d'un seul lycée. Donc tous les lycées de France ont des propositions, tous les lycées 1 de France ont quasiment des propositions. À la fin d'une session Parcoursup, on est à plus de 92, c'était 93% des lycéens qui ont au moins eu une proposition, et vous voyez que la moyenne, quand on se fait une proposition, la moyenne c'est 5,6. Donc voilà, c'est de nature à vous rassurer sur l'impact d'être dans tel ou tel établissement. Bien. Les questions suivantes, je pense, porteront plus sur la deuxième partie de votre projet, puisque ça concerne la procédure sur les demandes de césure, les prises en compte d'élèves en situation de handicap, les précisions. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être reprendre. Du 19 janvier, les élèves pourront s'inscrire sur Parcoursup pour créer leur compte et leur dossier candidat, et ils pourront ensuite formuler des vœux. Alors, je réponds du coup à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Est-ce que les parents ont un compte sur Parcoursup? La réponse est non. Les parents n'ont pas de compte parce que ce sont les élèves qui sont candidats. Et évidemment, la procédure Parcoursup, c'est la première procédure administrative, en quelque sorte, de votre enfant qui va devenir un adulte. Évidemment, là aussi, les parents ne sont pas ignorés, autrement je ne me présenterai pas à vous ce matin, et les parents peuvent tout à fait renseigner dans le dossier de leur enfant, comme je l'ai mis en bas dans le bandeau rose, vous pouvez renseigner vos coordonnées de mail et de portable, et ça vous permettra d'obtenir les mêmes informations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enverrai une information à votre enfant, par exemple des alertes pour respecter un délai, les parents recevront la même information. C'est vraiment une pratique que je vous encourage à faire. Un, parce que nous ne diffuserons pas au hasard vos coordonnées. Deux, parce que ça vraiment permet de se rassurer dans le cercle familial. Quand il y a un délai à respecter, c'est quand même pas mal que vous soyez plusieurs à l'avoir en tête, plutôt que uniquement votre enfant. Alors, il peut y avoir des cas critiques. Là aussi, ça arrive chaque année parce que Parcoursup est au milieu de la vie sociale et la vie sociale n'est pas toujours rose. Il peut y avoir des conflits familiaux. Et sachez que si les parents, à un moment, se retrouvent dans une situation dans laquelle il y a un vrai conflit, que l'enfant est mineur, les parents ont le droit de demander à Parcoursup d'avoir accès au compte de leur enfant, et Parcoursup leur donnera les éléments du compte de leur enfant parce qu'ils sont le tuteur légal. Voilà, c'est la loi, on applique la loi. Ceci étant, ne faisons pas du conflit la norme. Je pense qu'il y a une démarche d'autonomisation, de responsabilisation aussi de votre enfant qui va avec le fait qu'il est pilote de son dossier. Ça ne veut pas dire qu'il vous écarte de la vue de son dossier, ça ne veut pas dire qu'il vous écarte des choix, mais ça veut dire que voilà, il prend aussi ses responsabilités. Et puis après, il prendra tout seul son rendez-vous chez le médecin. Vous verrez ça. Là aussi, vous serez bien content qu'il puisse le faire plutôt que ça soit à vous de le faire. Donc, voilà comment ça fonctionne. On va venir maintenant à la fiche formation sur la slide suivante. Voilà, la fiche formation sur laquelle je vais consacrer plusieurs slides avant qu'on s'arrête pour prendre des questions. Elle est d'abord là pour vous apporter des informations sur le contenu, les débouchés de la formation, des informations sur les critères et modalités de candidature. C'est ce qui nous est demandé. Ça permet de dire que dans les formations sélectives, il y en a certaines qui organisent des concours, il y en a certaines qui organisent des entretiens. Et parfois, d'ailleurs, il y a des frais de candidature à régler pour participer à ces concours et ces entretiens. Il faut que vous ayez en tête, ça n'est pas Parcoursup qui décide de ces frais, ce sont les formations elles-mêmes, mais Parcoursup garantit que l'information que vous est donnée et qu'elle est transparente sur son montant et sur ses modalités. Et puis, on vous donne des informations pour vous aider à réfléchir au moment de faire vos vœux, j'y reviendrai. Quelles sont les statistiques qui vous permettent de vous positionner, notamment de réfléchir en disant est-ce que je suis en train de prendre des risques ou pas, selon que je vais dans telle ou telle formation. Ça va être l'objet des différentes slides que l'on va voir dans la suite. Si on passe à la diapo 12, en premier lieu, je m'intéresse à une des premières questions que vous avez, comment connaître les critères de candidature et ce qui est pris en compte par les formations. Alors, vous avez une rubrique de la fiche formation qui est dédiée, celle qui est entourée, c'est comprendre les critères d'analyse des candidatures. Cette rubrique-là, je vous en liste trois éléments. Un, ce que vous voyez à travers l'accolade.
l'accolade vous donne quels sont, d'une manière globale, les critères utilisés. Vous avez à la fois des résultats scolaires, vous avez des méthodes de travail, du savoir-être, de la motivation ou encore de l'engagement. Et chaque formation vous affiche son poids relatif, en quelque sorte, de chacun des éléments. Vous avez en dessous le détail, finalement, et là, je n'ai mis qu'une seule ligne sur la diapo, mais je pense que la PEP, la Fédération PEP, vous enverra à chacun le diaporama, vous pourrez le retrouver et le voir dans le détail, et vous verrez que c'est le détail, par exemple, là, de la rubrique résultats scolaires. Eh bien, on vous dit, par exemple, pour cette formation prise au hasard, ce sont la note de français, les résultats de français, d'histoire géo, et de philosophie qui sont importants. On indique le niveau d'importance à travers les petites puces que vous voyez là, plus ou moins remplies. Vous connaissez, c'est un code de l'Internet. Et puis, vous avez une rubrique, c'est important, conseils aux candidats, qui sont des conseils rédigés par les enseignants eux-mêmes à la lumière des expériences passées de recrutement. Ça peut être des points d'attention sur la lettre de motivation, ça peut être des points de rappel, ça peut être au regard de leur expérience, mais en tout cas, vous pouvez vous y reporter. Et puis, pour ceux qui sont plus experts, c'est plutôt pour les parents plutôt que pour les lycéens. Il y a des rapports d'analyse des candidatures de l'année N-1 qui sont publiés sur cette fiche-là. Ils seront publiés à compter du 17 décembre. C'est une source d'information extrêmement utile pour voir qui sont les profils des candidats qui ont été pris dans cette formation, qui sont restés dans cette formation. En tout cas, voilà, c'est à partir du 17 décembre, cette rubrique-là qui doit être vraiment regardée parce qu'elle vous donne les informations sur quels sont les critères et je sais que c'est parmi les questions les plus importantes que vous vous posez. Et puis, il y a une autre rubrique sur laquelle je vais faire deux diapos pour vous l'expliciter, qui est une rubrique pour essayer finalement d'avoir une visibilité sur qui est venu l'an dernier dans cette formation, c'est-à-dire qui a candidaté et est-ce que si je projette mon propre profil, qu'est-ce que ça donne en termes de recrutement. Alors d'abord, première diapo sur laquelle vous arrivez quand vous êtes sur cette rubrique qui s'appelle « Visualiser les chiffres d'accès à la formation », eh bien c'est d'abord une vision synthétique, vous voyez sur la gauche, vision synthétique de combien de candidats se sont présentés, combien ont eu de propositions, combien ont accepté la proposition. Et puis vous pouvez, c'est ce qu'on voit sur la droite, choisir le profil, c'est-à-dire que bac général, bac technologique ou professionnel, et là vous avez choisi le bac général et on vous fait un focus sur, eh bien, en reprenant la même illustration graphique, combien de candidats du bac général ont candidaté, combien ont reçu une proposition, combien ont accepté la proposition. Et puis, dans la petite brique du milieu, alors on ne le voit pas beaucoup parce que c'est petit, mais en tout cas, je vous l'explicite, vous avez un chiffre qui s'appelle le taux d'accès, c'est ce qui est en jaune en dessous, voilà, qui vous est indiqué par le pointeur. Le taux d'accès, il est présent sur chaque fiche de formation de manière contextualisé par rapport au bac que vous avez choisi. Et qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne ce taux d'accès, un pourcentage de candidats qui ont reçu une proposition. Je vous donne l'exemple, deux exemples caricaturaux, mais pour être sûr que tout le monde a bien en tête la compréhension. Un taux d'accès de 100% pour une formation, ça veut dire que tous les candidats de ce profil-là ont reçu une proposition d'admission. Un taux d'accès de 5% pour une formation signifie évidemment presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des candidats de ce profil-là, bac général, qui ont reçu une proposition. Évidemment, cette information sur le taux d'accès doit vous alerter, doit vous aider à réfléchir en vous disant, voilà, cette formation, elle accepte tout le monde, donc les probabilités d'y rentrer sont fortes, ou cette formation, elle accepte que certains candidats, une formation très sélective, très demandée, et donc il faut que je prenne des précautions en diversifiant les vœux que j'aurais formulés. Si on passe à la slide suivante, vous verrez qu'on vous donne un moyen à travers un petit espace qui est personnalisable pour vous. Alors là, il est rempli sur un scénario, mais vous pouvez pratiquer le scénario vous-même, le changer, et c'est vraiment un simulateur pour vous. Et qui est personnalisable avec plein d'exemples que vous voulez, pour vous dire, ce simulateur, l'an dernier, il a été utilisé à près de 15 millions de fois, donc c'est vous dire qu'à la fois ça répondait à une demande, et puis que les gens ont bien compris que c'était personnalisable et qu'ils pouvaient faire plusieurs tests.
D'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit sur la diapo suivante, diapo précédente, pardon, on a vu que vous aviez choisi le profil du bac général. Vous avez cliqué bac général. Donc, quand vous êtes sur cette formation, voilà, on passe à la diapo 14 et sur la diapo 14, on est cranté. On vous demande à ce moment-là, puisque vous êtes du bac général, vous pouvez remplir les choix voilà, d'enseignement de spécialité, les 2 rubriques qui sont sur la gauche en grisé. Alors, je ne sais plus là, je crois que c'est mathématiques et SES. Donc ça, c'est pour votre profil à vous, en quelque sorte. Et puis, vous avez une petite réglette, là, juste à droite, une barre de notes qui va entre 8 et 20 et dans lequel vous pouvez positionner la réglette en fonction de votre situation personnelle. Alors, je précise que c'est moyenne générale sans coefficient et sans les options. Mais je pense que vous avez rapidement la calculer. Et quand vous cliquez sur voir le résultat, qui est le petit bouton, le petit bandeau voilà, en bleu foncé, eh bien, vous apparaît l'écran du milieu et puis l'écran de droite. Qu'est-ce que vous dit l'écran du milieu? L'écran du milieu vous dit, sur les 3 dernières années, les lycéens qui ont un profil de 15 de moyenne et qui avaient mathématiques SES, dans cette formation, ils ont reçu régulièrement des propositions d'admission. Vous avez un panel qui va de gauche à droite, rarement, c'est en gros moins de 5% de propositions. Occasionnellement, c'est entre 5 et 20. Régulièrement, c'est entre 20 et 50. Et puis ensuite, plus de 50%, plus de 80%. Évidemment, ça vous donne non pas une prédiction de votre situation, mais en tout cas une photographie du rétroviseur, et du rétroviseur sur les 3 dernières années. Donc, avec une moyenne de 3 dernières années, vous voyez, ça lisse les situations un peu exceptionnelles. Et je crois que c'est intéressant parce que ça doit vous aider, évidemment, à comprendre. Alors, 2 précisions qui sont importantes. L'une par rapport à la question qui a été posée sur la sectorisation géographique. Ça veut évidemment dire que ce que l'on fait là, c'est sur les candidats du secteur, pas sur les candidats hors du secteur, parce que si c'est une formation très demandée, évidemment, à ce moment-là, je parle des licences, les chiffres sont plus du tout les mêmes. Par contre, évidemment, sur les formations sélectives, comme cette question géographique ne rentre pas du tout en ligne de compte, eh bien, ça vaut pour tous les candidats. Deuxième réflexion, j'ai évoqué que c'était une moyenne générale. Alors, ne faites pas dire au simulateur ce qu'il ne peut pas vous dire. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez demandé des formations scientifiques et que votre moyenne générale est constituée surtout de votre note de PS et votre note de MC ou autre, enfin voilà, la fiabilité du résultat sera bien sûr écornée, puisqu'en fait, vous avez un élément qui ne sont pas les critères. C'est pour ça que à chaque fois, en dessous des résultats, on vous invite à aller regarder les critères. Quelle est la part qui est accordée aux notes, puisque évidemment cet outil est basé sur les notes. Est-ce que la part des notes dans cette formation est significative, essentielle? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des enseignements très particuliers? Par exemple, c'est uniquement des notes en sciences qui vont prendre en compte parce que c'est une formation très scientifique. Mais en tout cas, ce que l'on sait, et je vous dis, l'usage a été près de 15 millions d'exemplaires, c'est que ça vous donne quand même une photographie. Quel est l'objectif de cette information? L'objectif de cette information est double. La première, c'est y compris de dépasser votre autocensure, celle de votre enfant. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. On sait par des études scientifiques que les jeunes filles, face aux formations sélectives ou aux formations scientifiques, elles ont une tendance à s'auto-censurer, à considérer qu'elles n'ont pas le niveau. Et donc, l'information sur la note permet, dans un dialogue avec les parents, avec les enseignants, peut-être de convaincre cette jeune fille que oui, elle a le niveau. Regardez, quand je mets les notes qu'elle a, eh bien, effectivement, on peut avoir une proposition d'admission. Donc, il faut oser candidater. Et donc, on peut être ambitieux. Et c'est une aide aussi à l'ambition. Et puis, il y a un deuxième objectif qui est évidemment d'éviter la surconfiance. Je fais qu'un seul vœu, mais évidemment, je prends des risques. Je vous dis, moi, il y a 3 semaines maintenant, j'étais au Salon européen de l'éducation à Paris et j'ai un jeune homme qui est venu me voir. J'étais sur le salon tout le week-end et il est venu me voir en me disant « mais moi, je veux faire que Henri IV, telle formation à Henri IV ». Et donc, du coup, on a joué tous les deux au simulateur. Et j'ai fait exprès de mettre une note moyenne de 20 sur 20. Et dans les résultats qui ont été donnés, il y avait effectivement, alors c'était rassurant,
il a plus de 80, enfin, le profil identifié pour lui, il avait des propositions à plus de 80%. Mais du coup, je lui ai dit, attention, plus de 80%, c'est pas 100%. Et dans cette formation très élitiste, eh bien, tous les élèves sont entre plus de 80%, parce que tous, finalement, se trouvent dans la tranche de notes entre 18 et 20. C'est à peu près ça le sujet. Et donc, sa maman qui était avec lui, elle a compris en 3 secondes que le message à retenir, c'était un message évidemment qu'il a tout lieu d'être ambitieux et de candidater, mais qu'en même temps, il lui faut aussi prendre des précautions et faire des vœux, peut-être de sécurité, de secours. Enfin, chacun trouvera les termes qu'il veut. Sur Parcoursup, il y a un principe, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses vœux dans le même panier. Voilà, ça vous rappellera une formule traditionnelle qu'on utilise, mais qui a le même sens, c'est-à-dire qu'il faut penser à diversifier. Diversifier, ça ne veut pas dire être obligé de prendre une formation non sélective alors que je veux faire que du sélectif. Moi, je aussi, chacun fait comme il veut aussi, mais simplement ayez en tête ces principes-là, la tension, la sélectivité des formations. Encore une fois, des formations sont sélectives. Là, on a évoqué Henri IV, peut-être pareil sur Louis le Grand et d'autres. Ils sont sélectifs bien avant que Parcoursup existe. Donc, le sujet n'est pas Parcoursup. Le sujet, c'est des formations. Et là, ce que vous amène Parcoursup, c'est vous donner à voir des résultats et des informations fiables. Et je le précise, ces informations-là, elles n'existent que sur Parcoursup parce que Parcoursup a le monopole de ces données, de la fiabilité de ces données. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'heure de l'intelligence artificielle, on peut vous vendre tout un tas de chiffres, de présentations, etc. Ça, c'est des données qui sont exclusivement sur Parcoursup et totalement fiables. Et puis, il y a la dernière partie sur la droite de l'écran. Qu'est-ce qu'on vous donne à voir? C'est aussi intéressant, c'est quels sont les étudiants. Dans l'écran du milieu, c'est quels sont ceux qui ont reçu des propositions. Et puis, dans l'écran de droite, c'est quels sont ceux qui sont venus. Il y a parfois, c'est les mêmes, il y a parfois, ça peut être différent. C'est-à-dire que les enseignants auraient bien voulu un public, mais en fait, la réalité du public qui vient n'est pas exactement ceux à qui ils ont donné le plus de propositions au départ. Mais parce que c'est les étudiants qui choisissent. C'est une bonne illustration de ce qui se passe sur Parcoursup. Et vous retrouvez dans cette diapo à droite 2 informations. Un, par rapport à ceux qui ont accepté une distribution. Voilà, c'est quoi leur niveau de moyenne? Et vous voyez un élève dans la moyenne haute, un élève dans la moyenne basse, et en gros 8 élèves sur 10, où est-ce qu'ils se situaient dans la tranche. Et puis, à droite, vous avez dans le petit ascenseur, donc voilà, c'est les doublettes de spécialité classées par ordre décroissant. Et ça permet effectivement de vérifier sur certaines formations. Est-ce que les doublettes, finalement, le champ des doublettes qui sont retenues est extrêmement réduit? Je vais prendre un exemple caricatural mais vrai. Si vous voulez aller en MPSI à Louis le Grand, enfin, il n'y a pas de photo, 100% des admis sont maths, physique, chimie. Par contre, vous pouvez très bien voir que dans d'autres types de formations, eh bien, il y a une plus grande diversité. Vous pourrez voir aussi, par exemple, parce que ça aussi, c'est une croyance très fortement ancrée dans la population française. Si je veux faire des études de santé, je veux faire PASS, c'est d'abord des maths, et bien vous verrez que la doublette de spécialité la plus choisie pour accéder au PASS, c'est physique SVT, physique-chimie SVT. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les mathématiques c'est important, mais ça veut dire que c'est physique SVT qui est la première doublette retenue parce que c'est celle qui permet de mieux préparer à la poursuite de ces études. Donc voilà, c'est intéressant. Essayez pour ceux qui sont intéressés de regarder dans Sciences Po, vous verrez aussi parfois qu'il y a une grande diversité de doublettes et que finalement, c'est des fois plus la question du niveau scolaire dans les notes que les choix d'enseignement de spécialité qui sont importants. En tout cas, les formations sont différentes les unes des autres et vous pourrez constater ces chiffres. Diapo 15. Je me permets, excusez-moi, juste de vous interrompre. Il y avait une question en fait qui était importante sur justement cette diapo 14. Lorsque vous positionnez votre curseur là complètement à gauche sur le niveau de moyenne générale en terminale, est-ce qu'il s'agit en fait de la moyenne du contrôle continu ou alors de la moyenne avec effectivement les résultats du bac? Non, enfin, c'est contrôle continu, premier et deuxième trimestre. Alors d'ailleurs, c'est indiqué, là on ne le voit pas, mais voilà, vous avez l'information. Très bien. Mais c'est bien du contrôle continu, évidemment, parce que les résultats du baccalauréat, je ne les ai pas. Voilà, parce que même on ne prend pas ceux de l'année précédente, c'est ça qu'on voulait savoir. Non. Très bien. Je vous remercie beaucoup.
Et puis, donc, diapo 15, une autre diapo qui est importante aussi, je pense, pour les parents, dans lequel vous voyez des informations sur les débouchés professionnels et deux types d'informations. Alors, ce que vous voyez en bas, là, c'est peut-être en petit, mais si vous allez sur les fiches de formation, alors ces informations-là, elles ne seront actualisées qu'à compter du 19 janvier, parce que les chiffres statistiques, c'est pas Parcoursup qui les produit, ce sont les services statistiques ministériels. Et ils vont publier leurs données à la fin, enfin, je veux dire, à la fin de la semaine prochaine, mais moi, j'aurai déjà ouvert, mais à partir de mercredi. Donc, tous les chiffres, là, sur les taux d'insertion et puis les chiffres à droite sur les salaires, on les actualisera au 19 janvier, au moment où on pourra s'inscrire et faire des vœux. En tout cas, cette diapo-là, elle est importante pour deux choses. Un, vous voyez donc ce qui est un peu au milieu avec les couleurs vert, bleu, orange, c'est les taux d'insertion sur les formations, combien à l'issue, à 6 mois après la sortie de formation, combien des jeunes ayant obtenu le diplôme sont en emploi, sont en poursuite d'études ou sont dans une autre activité. Puis à droite, une information importante aussi, c'est 1 an après la sortie des études, quel est le salaire médian net perçu par les salariés. Alors, je précise parce que c'est important, toutes ces statistiques qui sont là ne sont pas calculées par les formations elles-mêmes. Vous voyez, vous pourrez avoir parfois des doutes sur qu'est-ce qu'elles calculent, comment elles calculent, ou elles enjolivent le calcul. Les méthodologies là sont nationales, elles sont produites par des services statistiques ministériels, à l'éducation nationale, au ministère du Travail, au ministère de l'Enseignement supérieur, et elles sont affichées sur Parcoursup. On a maintenant les mêmes séries statistiques d'ailleurs pour ceux qui ont des enfants d'autres âges, à la fois sur AFELNet, on retrouve ces informations, mais on les retrouve aussi sur Mon Master. Voilà, qui sont des informations qui sont aussi importantes pour se projeter dans l'avenir. Une petite slide de synthèse avant de prendre des questions, comme ça répondait à une question tout à l'heure, je crois que j'avais laissé de côté. On peut faire jusqu'à 10 vœux de formation statut étudiant et 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Ce sont des vœux étanches et distincts, pour les raisons que je vous ai explicitées tout à l'heure. Jusqu'à 10 vœux ne veut pas dire obligatoirement 10 vœux, mais veut dire que nous vous invitons évidemment à profiter de cette possibilité pour faire les vœux sur les formations qui vous intéressent. Possibilité de faire des sous-vœux, je ne vais pas détailler là, mais on y reviendra le 24 janvier précisément sur ces questions des vœux et des sous-vœux. L'objectif, c'est de s'adapter à la réalité des formations et de permettre de faire des vœux nombreux. Donc la moyenne des vœux que vous faites est supérieure à 10, même si normalement vous avez jusqu'à 10 vœux. Les vœux sont formulés librement, je l'ai dit, donc pas d'obligation d'un panachage particulier, chacun fait son panier comme il veut. Il n'y a pas de classement par ordre de priorité dans ce panier, ça n'est pas nécessaire. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, c'est très important, ça veut dire qu'on ouvre pour s'inscrire le 19 janvier, il n'y a aucune course de vitesse à faire, ça n'est pas parce que vous avez fini le 19 janvier que vous serez admis plus vite que les autres ou mieux que les autres. Par contre, je suis à peu près sûr que si vous avez fini vos vœux le 19 janvier, c'est pas un bon signe. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas forcément réfléchi, ça veut dire que vous êtes allé à aucune journée porte ouverte pour confronter. Donc moi, la photographie des vœux, elle se fait le 12 mars à 23h59. On y reviendra abondamment le 24 janvier, mais il y a tout le temps de le faire. Donc chacun y va en trouvant son rythme, sans non plus attendre la dernière minute, parce que là, on se met du stress pour rien. Chaque formation n'a connaissance que des vœux que vous avez faits pour elle. Elle ne connaît pas les autres vœux, donc c'est votre panier, vous êtes personnel et n'est pas connu des autres. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, Parcoursup, l'objectif, c'est que, évidemment, les propositions, à partir du 2 juin, vous aurez une proposition sur chacun des vœux que vous avez formulés. Et parce que je sais que la question vous a déjà été posée, là, si à la question, j'ai fait 3 vœux, j'ai 2 réponses positives, et puis le 3e, qui est mon vœu préféré, il est en attente, est-ce que je peux déjà décider entre mes 2 premiers vœux obtenus et garder mon vœu en attente? Et la réponse est oui, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé sur Parcoursup de faire tout de suite un choix définitif. Il faut laisser le temps au dispositif de se déployer, au choix de se faire entre les candidats.
Mais ça, on y reviendra s'il y a une question particulière, mais surtout quand on se retrouvera un peu vers la fin du mois de mai pour vraiment préparer la phase d'admission. Je pense que ce qui est l'important du moment, c'est se concentrer sur le projet d'orientation et l'expression des vœux. Je crois que voilà, on faisait une pause à ce moment-là. Il restera quelques slides à détailler là. Alors, Attends, Mona, avant que tu commences les questions, je rappelle que les questions sont uniquement posées par écrit. Certains d'entre vous lèvent la main. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour qu'on prenne les questions à l'oral, donc n'hésitez pas à poser vos questions par le module questions et réponses Q et R. Je vous remercie. alors. Non, c'est pas la peine de lever la main. Les bons élèves ne sont pas remerciés, hein, c'est ça. Alors, il y a pas mal de questions, effectivement, puisque là, on rentre dans des choses un peu plus précises. Alors, il y avait une question par rapport au trimestre, puisque vous savez que vous avez des établissements scolaires qui travaillent en trimestre et d'autres qui travaillent en semestre. Donc, la question était de savoir quelle était la moyenne qui était prise en compte, en fait. En fait, comment ça se passe? Il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne, en fait, parce que Parcoursup va remonter tous les bulletins complets selon les lycées. Que le lycée soit organisé en trimestre, il y aura 2 trimestres, ou si en semestre, il y aura 1 semestre, mais en tout cas, il y aura toutes les notes par discipline. Très bien. On ne transmet pas en quelque sorte une moyenne aux formations post-bac, on leur transmet les moyennes par discipline. Donc, il n'y a pas de différence de traitement entre un dossier avec 2 trimestres. Non, voilà. Du tout. Ça, c'est la question qui était posée. Donc, vous avez répondu à la question, est-ce que les formations demandées peuvent connaître les autres vœux formulés? Ça, vous l'avez déjà répondu en disant non, ils n'ont pas accès aux demandes des autres. Voilà, donc ça, au moins, c'est rassurant, puisque ça, vous avez déjà répondu à cette question. Il y a des questions par rapport à des enfants ou des élèves qui auraient eu des soucis de santé pendant leur scolarité. J'y reviendrai un peu après, si vous permettez. Très bien, d'accord. Ensuite, comme on ne peut pas hiérarchiser vraiment ses vœux et qu'on est prioritaire dans son académie, comment peut-on faire des choix stratégiques sans être pénalisé? Ça, c'est peut-être un peu plus spécifique. En fait, non, je pense qu'il faut surtout pas, tout mélanger. Le fait que vous ne fassiez pas de vœux hiérarchisés, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a aucune hiérarchisation communiquée aux formations. Ça veut dire que donc chaque formation examine le vœu qu'elle a, indépendamment des autres. C'est ça, voilà. Mais évidemment, pour vous, vous devez avoir dans votre tête, en tout cas votre enfant dans sa tête, une forme de hiérarchie. Mais je vous dis, si on vous impose d'inscrire une hiérarchie, ben là, au mois de janvier et février, vous allez être hyper stressé. Qu'est-ce que je mets en 1, qu'est-ce que je mets en 2, qu'est-ce que je mets en 3? Or, l'objectif du temps qui vient n'est pas de savoir si on a en 1 ça, en 2 ça, en 3 ça. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'essaye de faire un panier de vœux qui correspondent à des formations qui m'intéressent, en ayant une proportion de vœux ambitieux, de rêves, en ayant une proportion de vœux de sécurité, de secours, de vœux raisonnables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chacun emploiera les mots qu'il veut. Et puis, est-ce que je mets des formations sélectives? Est-ce que je mets des formations non sélectives? Voilà, vous avez la possibilité de panacher. Mais ne pas indiquer de hiérarchie et le fait que Parcoursup ne vous le demande pas vous garantit que chaque vœu sera examiné, donnera lieu à une réponse distincte et indépendante. Très bien, je vous remercie. Des questions pour des formations qui sont très demandées, donc très sélectives. Est-ce qu'il existe des formations équivalentes en Europe qui seraient accessibles par Parcoursup? Ça, c'était la première question. Non. Et si, voilà. Et donc, en fait. Les formations de santé en Roumanie ne sont pas présentes sur Parcoursup. Si c'est la question. Non, là, c'est une question plutôt ou en Belgique, générique, par exemple, aussi. Voilà. Et c'était en fait de vous demander si vous aviez les meilleures façons de mener une indication de comment mener ces candidatures en parallèle de Parcoursup. Mais là, je pense que les parents peuvent chercher quand même. Je vais dire une seule chose parce que pour moi, elle est importante, c'est que Parcoursup, donc toutes les formations sont en France, en fait. Quand vous regardez la carte des formations Parcoursup, des fois, vous voyez qu'il y a des formations qui sont en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. C'est parce que c'est des
formations en France qui ont des antennes et où il y a des doubles diplômes avec des universités étrangères. C'est ça la situation. La deuxième chose, c'est que si votre enfant a un projet d'études à l'étranger et qui mène en parallèle, c'est tout à fait possible. Ma précaution à moi, c'est qu'il fasse quand même la procédure Parcoursup. Un, parce que c'est gratuit, donc ça n'engage à rien, entre guillemets. Et deux, parce que je connais trop de situations dans lesquelles la réalité du 13 décembre n'est pas la réalité du 2 juin. Imaginez votre fils, il est super motivé pour aller faire des études à l'étranger. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Et puis, allez, au 5 avril, il rencontre la copine, machin, tout ça. Ben, je peux te dire que au 2 juin, la réflexion, elle sera beaucoup plus partagée sur son désir de partir à l'étranger. Donc voilà, il faut toujours Enfin, n'injurions pas l'avenir, donc préservez-vous cette possibilité à la fois de candidater pour qu'il puisse faire son choix utile. Ceci étant, il peut très bien avoir une copine et partir faire des études étrangères, et tout ça n'est pas incompatible. Mais en tout cas, ça rentre en ligne de compte à un moment comme un élément. S'il n'y avait que de la raison sur Parcoursup, ça se saurait. Moi, je vous dis, il y a énormément de subjectivité, de passion. Enfin, voilà, c'est la vie, quoi. Bien. En fait, combien de feux faut-il faire en général? En fait, ça, vous l'avez répondu, c'est 10, effectivement. Ouais, disons que le public en général, il n'existe pas. C'est ce qui vous intéresse, vous. Ça ne sert à rien de faire des vœux pour des formations qui ne vous intéressent pas. Je le dis comme ça, comme une boutade. Les vœux Parcoursup, ça ne sert pas à réchauffer l'hiver. Hein. Faire des vœux pour des formations qui ne vous intéressent pas, ça n'a aucun sens. Aucun. Est-ce que excuse-moi, est-ce que je peux juste ajouter une petite précision par rapport à ça? Enfin, je pense que vous l'auriez dit de toute façon, Monsieur Teilhard. Il faut quand même réfléchir aux vœux que l'on fait, parce que si on est pris sur le seul vœu que l'on avait fait mais qui ne nous intéressait pas, et que du coup on a une proposition d'admission pour ce vœu, si derrière on ne l'accepte pas, on ne pourra pas non plus derrière saisir, ce que vous allez peut-être expliciter un peu plus tard, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, puisqu'on vous aura fait une proposition sur un vœu que vous aurez formulé et que vous n'aurez finalement pas accepté. Donc, je pense quand même qu'il faut réfléchir aux vœux que l'on fait. Ça peut avoir une incidence au mois de juin et au-delà. Oui, j'aurais pas dit autrement. Voilà. Mais entre nous, l'exercice, c'est pas uniquement faire des clics, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. C'est que il faut que vous le posiez, il faut que ça ait du sens. Et puis, y compris, j'allais dire, ne serait-ce que votre enfant, il y a besoin de. Enfin, on aura un petit échange sur la lettre de motivation. Mais au-delà de ça, ce qui change avec l'accès à l'enseignement supérieur, moi, j'ai été comme les élèves. Hein, je suis rentré à l'école en petite section maternelle, j'ai pris l'escalator et puis je me suis laissé monter jusqu'au dernier étage. Voilà, c'est la terminale. Et on dit, ah merde, c'est déjà là, c'est déjà fini. Et puis là, il faut faire un choix. Et c'est un choix qui est important. Je relativiserai tout à l'heure parce que les candidats peuvent se réorienter. Ce n'est pas le dernier choix de leur vie. Ils ne jouent pas leur vie sur Parcoursup. Je pense que tout ça, c'est du blabla de communication. Il ne faut pas du tout rentrer là-dedans. Mais évidemment, il faut vérifier qu'il y ait une forme d'intérêt pour cette formation. Et comme l'a dit Mme Aroutunian, si c'est ensuite pour m'expliquer, ah ben non, mais j'ai fait ces vœux, mais je ne les aimais pas, mais à ce moment-là, il ne faut pas les faire. Enfin, je veux dire, quand vous allez à la boulangerie, vous n'achetez pas les gâteaux que vous n'aimez pas pour ensuite expliquer que vous ne les aimiez pas, que vous les avez achetés quand même. Enfin, je veux dire, alors peut-être qu'il y en a qui le font, hein, j'en sais rien, je ne fréquente pas assez les boulangeries, mais ceci étant, enfin, je veux dire, on en partage les mêmes, ça n'a aucun intérêt. Alors, pour revenir à des questions peut-être maintenant un peu plus précises. Alors, c'était par rapport aux vœux et aux sous-vœux, effectivement. Donc là, vous avez déjà répondu, mais on va répondre à nouveau. Les vœux sont examinés indépendamment les uns des autres. Voilà, les formations n'ont pas connaissance, effectivement, des vœux que vous avez formulés. Et même s'il y a des sous-vœux, l'exemple type était une prépa qui est demandée avec des sous-vœux. Est-ce que les autres prépas ont connaissance? Non. Voilà, on est bien d'accord. La réponse est non. Je pense que là, maintenant, voilà, c'est assez clair.
La question aussi, est-ce qu'on peut valider des vœux? Alors, une fois qu'ils ont été validés, et puis revenir sur son choix Alors, pour les modifier avant la fermeture de Parcoursup. Parcoursup, c'est comme, enfin, comment Mais je dire, crois qu'il il y y a a un peut-être un moment, mélange dans la question, en fait. en Je pense fait, qu'il y a un mélange. comment dire ça? Vous avez jusqu'au 12 mars pour faire des vœux et vous pouvez changer 800 fois vos vœux, enfin 800 fois, 1000 fois, 2000 fois, etc. Je veux dire, moi, je ne compte pas. Il y a un compteur de vœux sur Parcoursup. Ce qui compte, c'est la photo finish que je vais faire le 12 mars, 23h59, heure de Paris. On met heure de Paris parce qu'il y a tous les lycées français à l'étranger qui participent à la procédure Parcoursup et il faut bien trouver une erreur de référence. Évidemment, le 13 mars, à 0h20, c'est trop tard. Voilà, je vous le dis comme ça, vous avez le droit de changer tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut à la fois pas se précipiter et en même temps pas attendre la dernière seconde. Parce que une fois, mais je veux dire, figurez-vous sur un quai de train, vous pouvez arriver une demi-heure en avance et faire 12 fois le voyage entre la rame 1 et la rame 11 et puis choisir de monter dans celle que vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Ce qui compte, c'est que vous montiez dans le train avant qu'il soit parti. Parce qu'une fois que le train est parti, généralement, j'ai jamais vu quelqu'un arriver à monter dedans. Sauf s'il court très vite, mais bon. Après, on a des questions, mais qui sont plus sur la procédure suivante, si vous voulez, en fait, qui sera la prochaine formation, qui est beaucoup plus sur à quoi cela engage d'accepter une formation. Oui, voilà, mais ça, on verra ça peut-être plus tard. Je vais dire deux, trois mots après. Très bien. Après, je le dis aux parents, parce que c'est important aussi de l'avoir en tête, vous pouvez me poser toutes les questions techniques que vous voulez, à la fin, j'arriverai à répondre. Par contre, généralement, il ne faut pas oublier la vraie et seule vraie question en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Donc, c'est bien de savoir comment marche la phase d'admission, c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier que la réflexion du moment avec votre enfant, c'est d'abord qu'est-ce qu'il veut s'ouvrir comme perspective. On n'en est pas encore à qu'est-ce qu'on va accepter, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Parfait. Là, on revient sur l'histoire de la césure qui revient de façon récurrente. Je le traiterai un peu après, juste après. Très bien, très bien. Ensuite, question sur les bourses, sont-elles prises en compte dans Parcoursup? Et oui, alors je le dis comme ça, donc on prend en compte les lycéens boursiers dans Parcoursup. Je l'ai dit au départ, la loi a souhaité que Parcoursup participe à la priorisation de l'accès aux formations post-bac pour les lycéens boursiers. Ensuite, on a une question sur la fiche à venir, mais qui sera vue dans un deuxième temps, on va dire, après. Voilà. Donc ça, voilà, juste après. Et puis, normalement, je n'ai plus de questions, sauf... attention, si. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue, parce que vous verrez, oui. elles vont plus ou moins toutes tomber sur ce que je dis juste après. Voilà. Et c'est juste la question, c'est quoi la date du 1er avril? Alors, très bien. Donc, je vais passer à la diapo suivante, puis je vais répondre à cette question au moment où j'explique la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, donc, est la diapo 17, voilà, c'est il y a quoi dans un dossier Parcoursup? Et j'en arrive du coup à répondre tout de suite à votre question. C'est quoi la différence entre le 1er avril et le 12 mars? Le 12 mars, c'est la date limite pour formuler des vœux. Au 13 mars, vous ne pouvez plus formuler de vœux et je le dis, je ne fais pas de troc. Vous m'en rendez deux, je vous en redonne deux. Ça n'existe pas. Et la 1er avril, c'est la date qui vous permet de compléter votre dossier au regard de ce qu'ont pu vous demander les formations ou de ce que vous voulez renseigner. Un exemple très concret, puis ça permettra d'embrayer sur cette diapo. Si dans une formation, on vous a demandé une lettre de motivation, vous avez choisi la formation au 12 mars et vous avez jusqu'au 1er avril pour renseigner la lettre de motivation qu'elle vous a demandée. Voilà la différence des deux. Là aussi, c'est 1er avril, 23h59, heure de Paris, le gong, il faut avoir terminé avant cette échéance. Et ça n'est qu'une fois qu'on aura fermé le coffre Parcoursup qu'on transmettra les informations aux formations post-bac. Alors, slide 17, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Je commence par la droite. On y retrouve... celle d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on y retrouve le bulletin scolaire et les notes de baccalauréat, de l'année de première et de l'année de terminale. Donc, vous voyez ce qu'on a dit avant, bulletin scolaire des premiers
et deuxième trimestre ou du premier semestre quand l'établissement a choisi la semestrialisation. Il n'y a pas de discrimination selon la méthodologie. Mais on y retrouve aussi des informations sur le parcours spécifique des élèves. Ils sont inscrits dans des sections européennes, binationales ou bac français international. Ils sont participants à des cordées de la réussite dans leur lycée. Ils ont la certification PICS, puisque tous les lycéens de terminale vont passer la certification de PICS. Elle remontera dans le lycée. Il peut y avoir aussi, par exemple, sportif de haut niveau. Alors, ce n'est pas une information qu'a le lycée, mais si un élève est sportif de haut niveau, on lui demandera de renseigner son numéro sportif de haut niveau et on pourra ensuite renseigner son dossier à la lumière de ce que son identification par le ministère des Sports. Donc ça, c'est l'aspect très scolaire. Et puis, il y a à gauche, la partie de gauche, plusieurs éléments que je vais expliciter. D'abord, la rubrique activité centre d'intérêt, qui est une rubrique facultative. Donc, chacun décide ou non de s'en saisir, dans lequel on peut mettre en valeur des compétences, des expériences, des engagements. Je pense qu'elle est intéressante. L'idée de base de cette rubrique, c'est un élève est un peu plus que le résumé que peut en donner son bulletin scolaire. C'est aussi un élève qui peut avoir un engagement, des pratiques sportives, culturelles ou artistiques. Un élève qui peut avoir maîtrisé une langue étrangère familiale qu'il a à domicile, mais qu'il n'a pas apprise au lycée. Enfin, l'élève a un vécu et un capital qui peut faire valoir dans son dossier Parcoursup si ça a un sens par rapport à son projet d'orientation post-bac. La lettre de motivation, elle n'est pas systématique, elle peut être demandée ou non par une formation. Et cette année, nous avons demandé aux formations de dire comment ils l'utilisent. Et je veux faire en gros une distinguo. Il y a des formations pour lesquelles c'est un élément essentiel et qui vont lire toutes les lettres de motivation parce que c'est un élément important dans leur examen de candidature. Et puis, il y en a d'autres, c'est un élément, elles ne les liront peut-être pas toutes, parce que c'est un élément dans lequel elles vont aller puiser dans les lettres de motivation si elles ont besoin d'approfondir la connaissance d'un dossier. C'est-à-dire, par exemple, il y a des situations d'ex-aequo et on a besoin de départager. Ou alors, il y a un dossier sur lequel, je ne sais pas, on a envie de vérifier quelque chose et on complète par la lecture de la lettre de motivation. Mais la lecture n'est pas forcément systématique. Tout ça pour vous dire que le petit jeu que parfois ont certains lycéens en disant « ouais, elles ne sont pas lues, donc je vais écrire des conneries dedans », écoutez, ça ne sert à rien. Parcoursup, c'est une procédure administrative, c'est pas fait pour exprimer ses états d'âme. S'ils ont envie de les exprimer, ils ont plein d'autres loisirs de le faire ailleurs que dans leur dossier Parcoursup. Pièces spécifiques ou formulaires demandés par certaines formations. Les pièces ne peuvent être demandées que dans Parcoursup. Et par exemple, c'est dans les DNMAD, vous devez produire un book. Même chose sur le BTS photo. Ou alors, quand on a évoqué STAPS, tout à l'heure, il y a un questionnaire. Voilà. Alors, ce n'est pas toutes les formations qui demandent des pièces, mais quand il y a des pièces demandées, elles vous sont indiquées dans le dossier et à ce moment-là, vous devez le faire avant le 1er avril. Ça peut être parfois aussi un paiement, c'est-à-dire qu'il y a un concours et il faut régler une somme qui correspond à frais d'organisation du concours ou d'examen des candidatures. Tout ça, vous devez donner dans le dossier et le vœu ne sera considéré comme confirmé au 1er avril que quand vous aurez répondu à tout ce qui est demandé dans votre dossier. Et puis, le dernier élément, c'est la fiche avenir. La fiche avenir, elle est renseignée par les enseignants disciplinaires, par le professeur principal et par le proviseur. L'enseignant disciplinaire peut ajouter dans la fiche avenir une préconisation synthétique sur la maîtrise qu'a l'élève de la discipline. Ce n'est pas la reproduction de l'appréciation du premier et du deuxième trimestre ou du premier semestre qui est dans le bulletin, c'est une appréciation plus dédiée en quelque sorte. La deuxième chose, c'est l'appréciation donc elle n'est pas directement liée au vœu. Elle est liée à la discipline enseignée et apprise par l'élève. Il y a l'appréciation ensuite transversale des professeurs principaux, qui est une appréciation sur la méthode de travail, sur l'engagement, qui sont là aussi des appréciations indépendamment des vœux formulés, mais transversales par le professeur principal qui connaît bien l'élève. Et puis, troisième élément, c'est une appréciation, alors là, qui est circonstanciée par vœu du proviseur sur une capacité à réussir. Et généralement, les proviseurs, tout cela renseigne à l'issue des conseils de classe. Voilà, donc ce qui est important à retenir, parce que la question me viendra autrement, la fiche avenir n'est pas consultable au moment où les enseignants la remplissent, parce que autrement, chacun serait derrière le dos de l'enseignant pour lui dire d'écrire plus à gauche ou plus à droite, ou mieux en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire, mais par contre, elle vous sera intégralement
visible à compter du 2 juin au moment du début de la phase d'admission. Donc voilà. Et je vous dis, cette fiche d'avenir, elle est importante parce que c'est en quelque sorte les formations post-bac apprécient bien parce que c'est des éléments qui viennent de la part des enseignants du scolaire vers les enseignants du supérieur. Donc, et soyez en confiance, moi, j'ai jamais vu en 8 ans de situation dans laquelle ce qui est indiqué par les équipes enseignantes dans la fiche à venir soit complètement différent de ce que vous avez comme appréciation de l'élève ou ce qui est déjà connu dans vos relations parents-prof au lycée en terminale. Si on passe à la slide 18, une petite mise en perspective sur la phase d'admission. Elle débutera le 2 juin, s'étendra jusqu'au 11 juillet. À compter du 11 juin, vous voyez dans la phase dans le pavé de gauche, début de la phase complémentaire. La phase complémentaire permet aux candidats de formuler de nouveaux vœux sur des formations qui ont toujours des places disponibles. Et puis, les résultats du baccalauréat 2025 qui lancent les démarches d'inscription. Et puis, ce que je disais, à partir du 1er juillet, Madame Maroutinon l'a évoqué, à partir du 1er juillet, il y a un accompagnement personnalisé possible à travers, nous prenons la tâche de tous les lycéens qui n'ont pas eu de proposition au 1er juillet pour les appeler, pour leur proposer l'accompagnement. Et puis, tout au long de l'été se déroule la phase d'accompagnement personnalisé dans ce qu'on appelle les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, les KS, pour aider les candidats à trouver une proposition lorsqu'ils n'ont pas pu en trouver par eux-mêmes dans le processus Parcoursup. Slide 19 et 20, je vais parler de la question du handicap et puis de la césure. Sur la question de handicap, alors handicap, c'est ou maladie invalidante, on considère que c'est un même bloc. Première chose à dire, qui est fondamentale, on peut candidater sans évoquer son handicap ou sa maladie. C'est fondamental de le dire, il faut le rappeler, ça n'est pas un critère d'admission, le fait d'avoir un handicap, ça n'est pas un critère de discrimination légale au regard de la loi, et la discrimination à raison du handicap ou d'une maladie invalidante est interdite par la loi et on est pleinement solidaire de cette interdiction. Vous avez sur Parcoursup, pour chaque fiche formation, dans les onglets, je vous avais dit tout à droite, il y a la rubrique « Contacter l'établissement ». Et bien, vous avez pour chaque formation un référent handicap dans lequel les familles peuvent évidemment prendre contact pour avoir des informations sur les modalités d'accompagnement. Alors, je vous ai dit que d'indiquer son handicap n'est jamais demandé sur Parcoursup de manière obligatoire. Mais nous permettons à un candidat en situation de handicap qui le souhaite, c'est facultatif, de renseigner une fiche de liaison dans son dossier. Cette fiche ne sera jamais communiquée aux formations au moment où elles examinent des candidatures. L'objectif, c'est que le lycéen puisse indiquer, ou ses parents puissent indiquer quel dispositif d'accompagnement il bénéficie au lycée. Les PAI, les PAE, je ne connais pas tous les sigles, mais vous voyez ce à quoi je fais référence. Et si le candidat a accepté son établissement, il pourra demander à Parcoursup que Parcoursup transmette au référent handicap cette fiche de liaison. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre que le dialogue entre la famille et l'établissement puisse se nourrir dès le mois de juillet, donc bien en amont de la rentrée, de manière à préparer la rentrée et d'éviter qu'on découvre une situation de blocage au moment de la rentrée. Et puis, à partir du 2 juin, on a en direction des élèves, parce que la loi a demandé à Parcoursup de l'organiser, la possibilité de demander au recteur un réexamen du dossier quand il y a une impossibilité d'accéder à une formation, quand il y a vraiment une difficulté. Chaque année, c'est de l'ordre de 400 dossiers. Ils font l'objet d'un examen, y compris par le médecin conseil auprès du recteur, parce que c'est vraiment, encore faut-il que la situation de handicap justifie un traitement dérogatoire et exceptionnel. Donc voilà, ça arrive chaque année. Pour information des parents, je le dirai juste après, n'hésitez pas sur Parcoursup, il y a des réseaux sociaux, à vous abonner aux comptes sociaux parce qu'on diffuse tous les webinaires, et en tout cas on renseigne sur les dates des webinaires que l'on fait. Et je crois que c'est le 30 janvier, mais je ne suis pas complètement certain. Je fais un webinaire dédié à la question du handicap sur Parcoursup en partenariat avec une association Droit au Savoir, qui est une association de parents, d'enfants et d'élèves en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus. Et dernier point, il y a une page sur parcoursup.gouv.fr, une page dédiée à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap.
Je passe à la césure. Sur la slide suivante, et vous voyez que j'avais répondu à la première question sans que vous me l'ayez encore posée. La césure, qu'est-ce que c'est? Je distingue la césure de l'année sabbatique. L'année sabbatique, c'est votre fils a le bac et il décide de partir aux États-Unis, etc. Voilà, pour y apprendre, ou votre fille décide de mener un projet associatif. Voilà, ils ont évidemment le droit, mais ça, c'est pas la césure. La césure, c'est quoi? C'est quand vous cumulez votre temps, votre qualité d'étudiant, c'est-à-dire vous participez pleinement à la procédure Parcoursup, vous vous inscrivez dans un établissement, mais vous êtes autorisé à suspendre le temps d'enseignement, le temps de faire un projet personnel ou professionnel, ou le temps, c'est la nouveauté de cette année, de faire votre service militaire volontaire, alors qui s'appellera le service national, puisque c'est le nouveau nom, vous avez entendu le président de la République, et on pourra faire le temps de service national sous la forme d'une césure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous, en tant que candidat, vous demandez à faire une césure dans votre projet Parcoursup. Cette information n'est pas communiquée aux établissements d'accueil au moment où ils examinent les candidatures. Par contre, au moment où vous allez vous inscrire, les établissements sont informés de la demande de césure et examinent la demande de césure avec la possibilité, voilà, dans certains cas, de refuser un projet de césure s'il n'est pas bien construit, s'il ne présente aucun intérêt avec la formation. Je précise que là, ce n'est pas encore le cas, mais les intentions du gouvernement soient de faire en sorte que, quand on demande une césure pour service national, ça soit autorisé de plein droit et accepté de plein droit. Il n'y ait pas d'examen par la formation. Mais ce qui compte, c'est que donc, quand vous faites une césure, vous avez la qualité d'étudiant. Je crois que c'est important. Et puis deux, vous pourrez réintégrer la formation à l'issue de votre césure de plein droit. C'est-à-dire que la place est gardée au chaud et vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. Évidemment, si à l'occasion de votre césure, vous découvrez de nouveaux horizons et changez de projet, eh bien, vous pourrez l'année suivante revenir sur Parcoursup pour trouver une nouvelle formation plus en adéquation avec l'expérience que vous avez eue au cours de votre césure. Et à ce moment-là, il s'agira pour vous de valoriser toute l'expérience que vous avez acquise au cours de la césure. Slide 21, et puis j'ai 3 slides encore de synthèse pour terminer. D'abord, quelques conseils. Vous verrez que c'est des choses que j'ai déjà dites tout au long de cette séquence, mais que vous retrouverez là formalisées. D'abord, être toujours alerté du calendrier, des modalités de fonctionnement sur Parcoursup. Il y a énormément d'informations, d'outils, une FAQ très, très, très riche, voilà, qui vous permet, tous ces éléments-là vous permettent d'être toujours à jour et de comprendre le fonctionnement de Parcoursup. Deux, anticiper, n'attendez pas la dernière minute. Ça vaut aussi bien quand on la possibilité, dès qu'on est un élève de seconde, de première, d'avoir des premières démarches d'information, de renseignement à travers les outils plateforme Avenir, à travers un compte que vous créez sur Parcoursup, à travers des journées portes ouvertes auxquelles vous participez. Voilà, tout ce qui est anticipé est un bon réflexe. 3, faites des vœux pour des formations qui vous intéressent, sans autocensure. Pensez à diversifier les vœux et surtout, évitez à votre enfant de se situer dans une prise de risque majeure en n'en faisant qu'un seul vœu. Ne restez jamais tout seul avec votre question. Il n'y a jamais de question idiote quand il s'agit de parler de son avenir. Donc, chacun peut être libre de poser la question dès lors qu'elle vous intéresse. Vous pouvez participer avec nous à des lives qu'on va organiser, aux journées portes ouvertes. Vraiment, j'incite tous les parents à inviter leurs enfants à participer parce que la rencontre avec les enseignants et les étudiants, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Chaque année, les lycéens nous le disent. Préparez-vous à choisir aussi. C'est pas parce que Parcoursup ne vous demande pas de formaliser un classement de vœux que vous ne devez pas avoir déjà votre idée dans la tête. Et au moment où démarrera de la phase d'admission, il y aura des délais contraints pour choisir. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de délai contraint, personne ne choisit. Et donc, il faut se préparer à faire des choix entre des formations A et B. Choisir, c'est forcément renoncer. Voilà, il faut aussi s'y préparer. Et puis, un petit message de réassurance, Parcoursup, c'est qu'une première étape. On peut se réorienter. L'an dernier, en 2025, c'était 183 000 étudiants qui se sont réorientés. Donc, vous voyez que si votre enfant le fait, il n'est pas tout seul. Et 2, c'est vraiment pour dire, on ne joue pas sa vie sur Parcoursup. Ça n'est pas la dernière décision de sa vie. Ça ne sert à rien de se mettre, martel en tête. Vraiment, il faut se dire que c'est une première étape d'accès à l'enseignement supérieur. Évidemment que c'est important, mais ça n'est pas conclusif.
ça ne vous interdira pas de faire ensuite d'autres projets. Je crois que faites confiance aussi, et il vaut mieux une situation où il y a moins de déterminisme que des situations figées. Slide 22, des services qui sont présents tout au long de l'année pour vous répondre. Un numéro vert, vous voyez le numéro, il est présent à l'international aussi. Il y a même des numéros spécifiques outre-mer compte tenu du décalage horaire. Il y a une messagerie de contact dans le dossier Parcoursup qui fonctionne tout au long de l'année. Les réseaux sociaux sont très présents là aussi. Il y a un compte WhatsApp auquel vous pouvez vous abonner. Les parents sont souvent utilisateurs. Et puis, il y aura tout au long de l'année des tutos vidéo. On en met 3 ou 4 dès le 17 décembre. Il y en aura plus pour l'ouverture du 19 janvier. La FAQ est vraiment un moteur très riche dans lequel je pense que vous trouvez toutes les réponses à vos questions. Et puis, on fera même un site d'entraînement en amont de la fête d'admission. On aura l'occasion de le consulter quand on se retrouvera au mois de mai. Et puis, dernière slide conclusive, c'est ayez bien en tête que choisir une formation pour passer de lycéen à étudiant, c'est aussi rentrer dans un nouveau cycle de vie. On peut demander des bourses, ça n'est pas Parcoursup qui attribue les bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, mais on rappellera à tous les lycéens le calendrier d'examen des dossiers de bourse, de même que le calendrier d'examen des demandes de logement en résidence universitaire. Et puis, il y a aussi des droits en matière de santé, des aides à la mobilité. Voilà, tout ça, c'est pour vous renseigner, mais pour vous dire que cette question de la vie étudiante est une question aussi importante à avoir en tête au moment des choix. J'en ai fini de la présentation. On va peut-être prendre quelques questions pour la fin. Excusez-moi, je remettais mon micro. Tant pis. Alors, il y avait... Donc, la procédure de demande de césure, c'est fait, vous en avez parlé. De toute façon, on va rappeler à l'ensemble des parents que ce diaporama sera disponible, ainsi que la retransmission de ce webinaire. Donc, ne s'inquiètent pas s'ils sont arrivés en retard, s'ils n'ont pas eu toutes les informations. Voilà, ce diaporama sera transmis. Il y avait des questions, en fait, effectivement, par rapport à la césure. Est-ce qu'ils devaient donc justement remplir Parcoursup en terminale ou au retour de l'année de césure? Ça, c'est une question qui revient souvent. En terminale. Voilà, très bien. Des questions pareilles, en fait, aussi sur PIX, puisque PIX fait partie aussi des informations qui rentrent, en fait, maintenant dans... Oui. Et voilà. Est-ce que si on l'a passé en seconde, définitivement... Moi, à ma connaissance, en fait, PIX, on refait c'est en terminale. terminale. Voilà, donc voilà, donc De la toute façon, réponse est faite. nous, c'est PIX de terminale qu'on prend. Voilà, très bien. Une inquiétude aussi sur la fameuse trentaine d'élèves qui n'a pas eu de proposition au final. Voilà, c'est très très peu, hein, finalement, sur les 650 000, mais ça pourrait être notre enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là, justement, de ces fameux 30? Vous savez qu'il y a peut-être autant de gens qui sont morts sur la route depuis qu'on se parle ce matin. Hein. Enfin, exactement. Je veux dire, il faut raison garder. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre la situation quand on est à 38 élèves à la fin. C'est des élèves qui sont en fragilité, c'est des élèves pour lesquels il y a une discordance entre leurs souhaits et puis la capacité réelle de leur niveau scolaire à aller dans telle ou telle formation. Enfin, c'est ça la réalité. Mais la mission, puisque ce sont 22 000 lycéens qui ont demandé à être accompagnés et que nous avons accompagné pour quasiment l'essentiel, ce qui compte, c'est qu'on essaye d'apporter des solutions par l'examen des dossiers. Cet examen, il se fait par des collègues dans les rectorats, appuyés par des proviseurs, appuyés par des responsables d'université, appuyés par des directeurs d'IUT, pour essayer de trouver la meilleure adéquation entre les places qui restent disponibles et puis le profil de l'élève. Donc voilà, il y a un dispositif d'accompagnement. À la fois, on prévient le candidat parce qu'on sait sa situation, nous on l'observe. Les candidats sans proposition reçoivent un mail et on double par des appels téléphoniques que l'on ferait auprès des lycéens pour les convaincre. L'objectif, et c'est pour ça que votre question est intéressante, c'est qu'on ne laisse pas un élève se prostrer tout seul, vous voyez, s'enfermer dans sa bulle en disant « je n'ai pas de solution ». Il y a des solutions. Donc voilà, il faut essayer de les trouver. Ces solutions, des fois, elles peuvent être adaptées. Ce sont des solutions en termes de places de formation, mais ça peut aussi être, dans certains cas, je pense à des lycéens professionnels, sur un partenariat avec les missions locales, des fois pour accéder à l'emploi. Voilà, c'est diversifié et adapté parce que c'est important d'avoir cette capacité à essayer de trouver des solutions et ce service public d'accompagnement. Merci. Des questions plus spécifiques sur la fiche à venir, puisqu'il semblerait que dans certains états, enfin en tout cas,
certains établissements scolaires, dans la fiche à venir, ne remonteraient pas le rang, ce qui inquiète un peu les Alors, parents, ou alors est-ce que c'est une incompréhension? les rangs sont pas dans la fiche à venir. Donc, les établissements scolaires qui ne remontent pas dans les rangs, c'est simplement parce qu'on ne leur demande pas. Les rangs sont associés au bulletin, évidemment, parce que là aussi, la question des notes est importante, mais il faut que vous ayez en tête pourquoi on renseigne la question des rangs. C'est que si vous avez 20, mais que toute la classe a 20, ça dit quelque chose. Si vous avez 14, mais que le reste de la moyenne de la classe, c'est 8, là aussi, ça dit quelque chose. Donc, voilà, ça fait partie, il faut vous dire, les enseignants du supérieur ont plusieurs outils qui leur permettent aussi de relativiser les éléments. Les appréciations, par exemple, vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie, donc je sais que certains lycéens se disent, tiens, je vais demander à ChatGPT de me faire des lettres de motivation, ça va être super sympa, elles vont être super. Bon, bah, quand vous faites une lettre de motivation, que ça ressemble à du Baudelaire, mais qu'à côté, l'appréciation du prof, c'est que sur votre maîtrise de l'orthographe et de l'expression écrite, ben, comment dire, vous êtes un peu loin du Proust. Il y a un moment, l'enseignant il aussi se fait sa conviction. Donc, vous voyez, ils ne sont pas idiots et ils utilisent les différents éléments pour relativiser, pondérer, apprécier finalement la réalité d'un dossier. Très bien. Donc, pour être très précis, le bulletin scolaire remonte les notes et le rang. Oui. Et par contre, la fiche à venir ne remonte que des commentaires. Que se passe-t-il dans le cadre où, en tout cas à ce jour, les parents d'élèves n'ont pas de rang sur le bulletin scolaire qu'ils ont reçu là il y a très peu de temps? Oui, mais en fait, ils l'ont pas, c'est pour Parcoursup que c'est calculé. Très bien. Donc c'est pour Parcoursup, effectivement, et donc ça apparaît dans le dossier, effectivement, Alors, qui sera je le dis parce que comme on est à l'heure des qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il n'y a pas de vrai, Parcoursup ne remonte pas les mentions des absences qui sont dans le bulletin que les parents reçoivent là au peut-être premier trimestre. Là. D'accord, très bien. Et donc voilà, donc en fait ça apparaît, donc on va dire que les Ça rangs apparaît dans le apparaissent. bulletin, mais ça ne remonte pas dans Parcoursup. Voilà, mais nous ne l'avons pas en fait dans nos bulletins Ce qui veut scolaires pas dire, d'aujourd'hui. ce qui veut pas dire que dans la situation d'un élève un peu extrême à mon avis, mais d'un élève dans lequel il y aurait des enseignants qui seraient amenés à dire que l'élève est absentéiste, ce qui veut dire que vraiment ça doit être pas quelque chose, c'est quelque chose qui est chronique, et ben ça puisse être pris en compte par les formations post-bac. Mais vous voyez ce que veut dire en soi, l'information qui est dans le bulletin scolaire des lycées du nombre d'absences, elle ne remonte pas dans Parcoursup. Très bien. Là, une question spécifique pour un élève qui passe son bac en candidat libre via les cours du CNED. Qui va remplir justement cette fameuse fiche à venir? Alors, en fait, pour toute il y a des fiches à venir pour les élèves du CNED dans ce qu'on appelle dans le CNED réglementé. Très bien. Ensuite, quand on passe en candidat libre et qu'on n'est pas élève de lycée, il n'y a pas de fiche à venir. Des appréciations dans la fiche à venir peuvent-elles être négatives ou bien sont-elles uniquement rédigées dans l'intérêt de l'élève? Alors là, ouais, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'être bienveillant. Après, oui, mais à raison gardée. Voilà, enfin, je veux dire, moi j'ai des élèves en disant j'ai été très mauvais, est-ce qu'à un moment ça se voit dans mon dossier? Oui, en fait. Mais l'objectif des enseignants n'est pas un objectif. Le but de Parcoursup, comme le but des enseignants, c'est pas d'éliminer les gens. C'est pas ça. C'est simplement d'apporter une information qui est juste à l'égard des enseignants post-bac qui vont accueillir des élèves qui seront des futurs étudiants pour les faire réussir. C'est ça l'enjeu, en fait. Là, on regarde Parcoursup avec le doigt, en quelque sorte, mais regardons plus loin sur ce qu'est la perspective. La perspective, c'est d'améliorer l'orientation pour aller vers une réussite dans les études. Donc, il ne faut pas se tromper de cible, vous voyez ce que je veux dire? Là, on ne parle que d'outils, mais dont l'objectif, c'est comment on s'assure que les élèves qui viennent dans les écoles, dans les formations, finalement, sont ceux qui sont les mieux préparés pour réussir, parce que c'est notre objectif à tous. Est-ce qu'on demande l'attestation de JDC, donc de participation à la journée défense citoyenneté, pour le dossier Parcoursup? Non. Non, je n'ai pas à la remonter. Enfin, il y a quelqu'un qui veut vraiment s'engager, là. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'effectivement, comme on nous dit très spécifiquement que pour s'inscrire au bac, il faut avoir effectivement fait participer à cette JDC ou alors un certificat qui stipule l'inverse. Beaucoup de parents s'inquiètent de ça, en fait. Non, mais enfin, vous avez raison. Moi, je rigole simplement, mais en fait, c'est que comme ça vous est nécessaire pour aller au bac, de toute façon, ça vous est nécessaire pour Parcoursup, sans que Parcoursup à le demander, puisqu'en fait, si on n'a pas le bac,
enfin, si on n'a pas le bac, on doit préparer le bac ou l'avoir déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, c'est une question de conséquence, mais ce n'est pas Parcoursup qui le demande en soi. Très bien. Pour passer les concours, faut-il attendre les résultats définitifs de Parcoursup? Ben non. Alors là, les concours sont passés pendant la période d'examen. Je donne un exemple concret. Vous avez le concours des INSA. Je ne connais pas la date des concours des INSA, mais à partir du 17 décembre, vous aurez les informations sur le recrutement 2026. Et vous avez candidaté aux INSA. Il y a un concours. Eh bien, les dates de concours se situeront entre la fin de la période de confirmation des vœux, qui est le 1er avril, et la remontée des classements, qui est vers le 20 mai. Donc, je ne sais pas à quel moment chacun positionnera, mais tous les concours, les entretiens se déroulent dans cette période avril-mai. une question sur un élève qui choisirait de rejoindre une formation artistique, par exemple, qui soit hors Parcoursup. Donc là, on anticipe sur, bien sûr, la réponse à faire, mais bon, ça peut intéresser quand même les parents. Vaut-il mieux ne pas accepter les propositions de Parcoursup en juin, ou alors accepter de ne pas aller en cours finalement en septembre? Alors moi, en tant que parent, je répondrai que si je sais que je vais rejoindre une formation artistique hors Parcoursup, je vais dans ma formation artistique hors Parcoursup et je laisse la place à ceux qui veulent effectivement adhérer à une autre formation, mais via le système Parcoursup. Mais ça, c'est ma réaction de parent. Moi, je vous le dis de manière générale, c'est à la fois ayez en tête que Parcoursup est là aussi pour vous proposer une solution de droit commun. Et donc, si vous ne savez pas jusqu'à la fin, est-ce que je vais accepter ici ou là, prenez des précautions d'être sur Parcoursup aussi si ce n'est pas certain. Par contre, effectivement, quand vous avez fait votre choix définitif que vous allez hors de Parcoursup, vous vous désinscrivez. Pour ne pas freiner, ne pas bloquer, ne pas capter une place dont vous n'avez pas envie. Ça, c'est de la solidarité de base, quoi. Parcoursup, il faut avoir un comportement aussi citoyen, quoi. Enfin, c'est-à-dire, si vous êtes intéressé par autre chose, à ce moment-là, vous allez vers autre chose, mais vous laissez la place aux autres. Très bien, merci beaucoup. Pour un bac général, y a-t-il un taux d'admission en IUT spécifique, sachant que, par exemple, pour les BUT, très souvent sont prioritaires les bacs technologiques, en fait. En fait, pour tous les BUT, les bacs technologiques sont toujours prioritaires, parce que c'est une demande faite par la loi, avec là aussi, selon les spécialités d'IUT, des taux qui sont différents. Pour reprendre ce que disait Mme Aroutunian, il peut y avoir des appréciations différentes, mais l'objectif de la réforme des IUT qui a été faite il y a 3 ou 4 ans maintenant, c'est d'avoir 50% dans les IUT de bacheliers technologiques. Très bien. Une question, si tous les vœux Parcoursup sont refusés, tous les vœux qu'on a pu faire sur Parcoursup sont refusés, que se passe-t-il? Est-ce que nous redoublons? Quand on est tous ces vœux refusés, donc au 2 juin, puisque c'est à ce moment-là qu'on prend connaissance des décisions des formations, eh bien, Parcoursup vous écrira et vous suggérera d'aller vers votre professeur principal pour préparer ce qu'on appelle la phase complémentaire qui viendra à partir du 11 juin et qui permet de faire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Quand il y a des refus sur tous les vœux, ça veut dire qu'il y a généralement un défaut dans la préparation du projet d'orientation, soit que les vœux étaient inadaptés, soit qu'on a fait des vœux très sélectifs, soit qu'on a fait un vœu. Mais en tout cas, état de cause, il y a un rebond possible avant le baccalauréat. Je parle notamment si c'est bac général et technologique, puisque le bac commencera, je crois, le 16 juin. C'est cette phase complémentaire qui permet de refaire de nouveaux vœux. Mais vous n'êtes pas éliminé du bac, vous n'êtes pas éliminé de la procédure. Voilà, c'est juste une situation qu'il faut prendre en compte pour rebondir et on vous aidera à rebondir. Très bien. Des questions par rapport aux lettres de motivation. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elles sont, en tout cas dans la fiche de formation qui nous est présentée, dans la carte d'identité de formation, vous indiquez si une lettre est demandée ou pas. Est-ce qu'elle pourrait être demandée après? C'est-à-dire en fait... est-ce que ça pourrait ne pas être indiqué dans la carte d'identité de la formation à ce jour? Non. Je vais repréciser pour pas qu'il y ait de confusion. En fait, c'est pas dans la fiche de formation, c'est dans votre dossier de vœux que vous verrez est-ce que pour ce vœu, j'ai une lettre de motivation ou pas à produire.
Très bien. Mais Vous voyez ce ce que je veux sera dire? indiqué. Ça ne peut pas être indiqué, Ah on oui, va dire, oui. 5 semaines après. C'est dans ce sens-là. Ah non, non, non. L'information, le 19 janvier, même quand vous pourrez faire des vœux, sur chaque vœu que vous formulerez, il y aura l'information, qu'est-ce qui est nécessaire dans ce vœu. Soit la formation a demandé une lettre de motivation et il y aura l'information qu'elle l'a demandé, et puis il y aura l'information sur comment elle veut l'utiliser, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit c'est une formation qui ne demande pas, et du coup, cette information, la lettre de motivation, ne sera pas demandée. Et si vous ne fournissez pas la lettre de motivation, de toute façon, vous ne pourrez pas valider votre vœu. C'est bien ça? Voilà, vous savez, on est un peu bête comme chou, c'est-à-dire que quand il y a 3 trucs à remplir, quand vous avez rempli que 2, vous ne pouvez pas valider votre dossier. Alors, je ne sais pas si ça fait du bruit, si ça fait ou ça marche pas, mais en tout cas, votre dossier ne sera pas validé. Et vous verrez, c'est comme sur les applications de droit commun, c'est-à-dire que ça sera vert quand c'est un truc, et puis c'est rouge quand ça marche pas, quoi. C'est feu vert, feu rouge. C'est aussi simple que ça. Alors, la question est de savoir, le simulateur Parcoursup dont vous avez parlé, à Ouais. partir de quel moment peut-on y accéder? Enfin, vous pouvez déjà aujourd'hui le faire sur les données 2025. À partir du 17 décembre, il sera opérationnel dans la perspective de la rentrée 2026. Très bien. Et sinon, ce sera un peu plus tard où on pourra le... Voilà. Enfin, il est disponible. si on veut des Après, données... il est disponible toute l'année. Hein. Voilà. Ça ne change pas ce que j'ai évoqué Si là. on voulait des données d'aujourd'hui, enfin des données pour... voilà, Après, on peut y aller tout le temps. Néanmoins, oui, si on souhaite des données à jour, on peut y aller à exactement. partir du mois de janvier. Voilà, c'est ça. Voilà, mais tout ce qui est aujourd'hui déjà accessible est déjà une bonne source d'information parce que, je vous dis, on fait des moyennes sur 3 années, donc en fait, ça lisse et il n'y a pas de formation dans laquelle il y a des yo-yo, vous voyez, à ce point-là, quoi. Question, par exemple, il peut arriver que des enfants soient convoqués à 2 concours d'admission à 2 écoles au même moment. Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? Eh bien, vous parlez avec les écoles. Voilà. Moi, je veux Ensuite, bien prendre ma part des problèmes, mais je oui, mais enfin voilà, non, mais laisser aux autres. je vous liste toutes les questions, effectivement, qui arrivent des parents. Est-ce que postuler, par exemple, à un CAP après le bac compte comme une césure avant d'entamer une formation d'enseignement supérieur? Ou est-ce que c'est juste je postule à un CAP? Non, puisqu'en fait, la césure est liée au fait d'être étudiant dans une formation post-bac. Le CAP n'étant pas post-bac, c'est pas une matière à césure. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Par contre, de facto, ça ne vous interdit pas, quand vous avez fait le bac, que vous voulez faire un CAP, et puis ensuite vous voulez revenir sur Parcoursup, vous avez tout à fait la possibilité de le faire, mais ce n'est pas une césure. Très bien. Combien de temps, justement, peut-on revenir, en fait, sur Parcoursup? Combien de fois? Est-ce qu'on peut y aller simplement, par exemple, là, je suis un jeune lycéen qui passe mon bac. Si quelqu'un devient addict parce qu'il veut revenir chaque année, enfin, je pense qu'il y a quelques soucis de santé, mais il y a pas moi, je n'ai pas de compteur, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas d'abonnement, je n'ai pas de réduction à la 3e fois, rien de tout ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Je souhaite à tous les lycéens de venir qu'une fois. Parce que je suis bien conscient de ça, mais on peut se réorienter et revenir 2 fois. Quelque part, vous voyez, votre question, elle est intéressante. Je blague parce que ça me fait sourire, mais il y a un moment, ça ne sert à rien l'entêtement non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous n'avez pas eu une formation sélective, vous revenez 4 fois, 5 fois, 6 fois sur Parcoursup, je ne suis pas sûr que ça change la donne. Ce qui compte, c'est travailler sur son projet d'orientation. Mais on peut se réorienter sur Parcoursup, c'est ça qu'il faut donner comme délivré comme message. L'an dernier, 183 000 étudiants qui se sont réorientés. Et quand on revient en première année, c'est-à-dire qu'on est étudiant, par exemple, vous avez eu le bac en juin 2025, vous êtes étudiant cette année, vous voulez vous réorienter sur Parcoursup en 2026, quand ça va ouvrir au 19 janvier pour formuler des vœux, eh bien, votre dossier sera conservé. C'est-à-dire qu'on aura conservé vos notes de bac, on aura conservé votre dossier de lycée. Par contre, je suis, par exemple, je vais donner le cas extrême, je suis un parent, j'ai 56 ans, je souhaite en fait refaire des études. Est-ce que je passe par Parcoursup? Alors, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup plus âgé que ça en termes d'extrême. Oui, je ne vous donnerai pas l'âge, mais on était bien au-delà de celui que vous avez indiqué. En fait, Parcoursup n'est pas fait pour ça. Enfin, je le dis clairement, Parcoursup, c'est fait pour la formation des étudiants, futurs étudiants qui veulent accéder au SUP, qui veulent se réorienter.
je ne peux pas interdire parce que mon seul critère, c'est le baccalauréat, je n'ai pas de critère d'âge. Donc, je ne peux pas interdire. Ceci étant, si vous avez 77 ans, je pense que Parcoursup n'est pas fait pour vous. Il y a d'autres occasions, d'autres loisirs faits pour, y compris si vous voulez vous cultiver, aller vers des universités qui proposent de la formation continue, qui proposent, y compris, quand j'ai cité là le cas plus extrême encore que le vôtre, sur l'université du troisième âge ou au-delà. Enfin, voilà, Parcoursup, c'est de la formation initiale. C'est ça qui est important de retenir. Ceci étant, vous avez raison de poser la question. 2025, j'ai 112 000 situations de gens en reprise d'études. L'essentiel sont des gens en reprise d'études 2 ou 3 ou 4 années après le baccalauréat, mais des fois, j'ai des poussières d'étoiles qui m'emmènent très loin. D'accord. Mais voilà, c'était ça la question. Principalement, c'est effectivement l'élève qui passe son bac, les réorientations bac plus 1. Il faut être très concret, puis c'est que ce qu'on prend, c'est les notes de bac. Donc, vous voyez, quand vous avez eu le bac, moi j'ai eu le bac il y a, oh là là, ça remonte à loin, ça n'a aucun sens, mes notes de bac. Ça ne dit rien de ce que je suis. Et Parcoursup n'est pas là pour faire de la validation des acquis de l'expérience, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un bilan de compétences, Parcoursup. Donc, ça ne prendra pas bien en compte des situations d'expérience professionnelle parce que ce n'est pas son objectif de base. Très bien, merci. Donc,